Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est avec un plaisir renouvelé que je vous retrouve pour cette nouvelle édition de votre magazine de débat. C'est politique, notre premier rendez-vous de l'année 2024. À quelques 16 mois seulement de la convocation du corps électoral pour la présidentielle d'octobre 2025, le landerneau politique camerounais s'anime. L'opposition a dégainé la première avec un vieux classique, la candidature unique. Mais travaillée par le choc des ambitions et une bataille d'ego, les forces de l'opposition s'entendent manifestement pour ne pas s'entendre. Leurs différences stratégiques éclatent au grand jour. Le pouvoir, lui, de son côté, surveille comme du lait sur le feu la demande sociale consécutive à la cascade de chocs endogènes-exogènes. Objectif, éviter à tout prix une convergence des luttes. C'est la trame de ces politiques ce soir. Mais voici d'ores et déjà Mohamed Nana qui nous dévoile l'affiche du soir. Ils ont un dénominateur commun, des yeux cerclés par des lunettes claires, des figures bien connues du sérail politique national. Christophe Mienzok, de sa plume de journaliste, écrit les pages de son parcours politique. L'actuel directeur général du Palais des Congrès de Yaoundé est depuis des années directeur des organes de presse, de l'information et de la propagande du RDPC. Son admission au comité central remonte à 2011. Parlez-lui de développement local, il aura des arguments à faire valoir. L'ancien maire de la commune d'Angossas dans le Oignon a su forger sa personnalité autour des idéaux de sa formation politique. Si Christophe Mienzok maintient allumé sa flamme pour le RDPC, Louis-Marie Cagdeux fait peser son attachement pour le parti de la balance. Militer au sein du Social Democratic Front est un engagement citoyen à ses yeux. Le spécialiste de l'agriculture trace bien ses sillons au sein de cette formation politique. Et les fruits tiennent la promesse des fleurs. Les travaux du dernier congrès du SDF l'ont porté aux fonctions de deuxième vice-président. Louis-Marie Cagdeux se présente comme légaliste et artisan de la pertinence et de l'efficacité. C'est cette efficacité que maître Jean-Marie Nougat fait parler dans les prétoires. Sur sa toge d'avocat s'impriment près de 3 décennies d'expérience au Cameroun et au-delà. Il a fait entendre sa voix dans l'affaire des 9 disparus de Bépanda, l'opération Épervier et le génocide rwandais. Sur le terrain de la politique, son militantisme s'allume au sein de l'Union des populations du Cameroun, où il a été membre du comité directeur sous le règne d'Augustin Frédéric Kodok. Le divorce est prononcé en 2015. Commence alors une idylle avec le PCRN. C'est sous la bannière du Parti camerounais pour la réconciliation nationale qu'il exerce les fonctions de conseiller municipal à la commune de Matombe. Romancier et novelliste, cette passion pour l'écriture, Jean-Marie la partage avec le professeur Henri Ngouatabi. Sur les campus, son nom inspire respect et admiration. En plus du département de l'économie internationale qu'il dirige à l'Institut des relations internationales du Cameroun, ce féru de sciences coordonne la cellule d'assurance qualité. L'ancien directeur du Centre d'études et de recherche en économie et gestion ne fait pas économie de son talent dans ses multiples travaux de partenariat avec les organisations internationales comme le PNUD, le FMI, la Banque mondiale et la Banque africaine de développement entre autres. Ce sont ces profils qui puiseront ce soir dans la pertinence et la rigueur de leur analyse pour décrypter le Cameroun en attendant 2025. Dialogue de sourds au sein de l'opposition. L'air dédié, candidat unique, oui, à condition que ce soit moi, l'élu. Plusieurs figures de l'opposition s'affrontent, peut-être pas directement, mais davantage à travers leurs alliés respectifs. Augustin Guizana nous permet d'y voir plus clair dans le verbatim de ces politiques. Aucun n'est prêt à se ranger derrière l'autre pour permettre d'envisager une alternance à la tête du Cameroun. L'opposition est divisée autour d'une alliance à l'élection présidentielle de 2025. Premier opposant camerounais depuis qu'il a été classé deuxième de la dernière présidentielle en 2018, Maurice Kamto appelle les autres concurrents à l'adouber. La perche lui a été tendue par le député Jean-Michel Ninche,
transfuge du Social Democratic Front. Ils ont créé l'Alliance pour le changement du Cameroun. L'APC est là. Il a accepté, n'est-ce pas, être le candidat de l'APC. Et l'APC reste ouverte, n'est-ce pas, à toutes les véritables forces de changement dans ce pays. Dire que le professeur Moïse Kamto doit, n'est-ce pas, se ranger derrière, n'est-ce pas, qui que ce soit, moi je dis, ils sont libres de le dire, mais politiquement, c'est suicidaire. Je dis bien c'est suicidaire. Arrivé 3e en 2018, Cabral Libby n'est pas hostile non plus à une transition inclusive, tout comme Olivier Billet. Mais selon le député Cabral Libby, les acteurs politiques et la société civile devraient choisir un candidat unique pour la présidentielle de 2025. Un candidat de la transition qui présiderait pendant 3 ans maximum avant de mener le Cameroun à des élections générales. Cela ne peut pas se passer. Voici quelques questions objectives que le FDC et de nombreux Camerounais et Camerounaises se posent, parfois en silence et avec étonnement. Comment comprendre qu'une démarche de mise en place d'une coalition pour l'élection présidentielle de 2025 soit engagée par un acteur qui s'autoproclame porteur au leader de la dite coalition sans la moindre concertation avec d'autres acteurs et leaders qui pourraient ou voudraient en faire partie? Que faire pour espérer gagner? Toute coalition électorale sincère, crédible, inclusive et capable de remporter ce scrutin présidentiel de 2025 dans notre contexte doit absolument reposer sur ces 11 piliers. La dernière tentative d'un candidat unique de l'opposition au Cameroun, c'était à l'élection présidentielle de 2004 qui avait malheureusement volé en éclats à quelques jours du scrutin. En effet, Feuny John Fundi, alors leader du Social Democratic Front, avait décidé d'aller faire cavalier seul, refusant de se ranger derrière Feu Adamou Ndamdjoya de l'UDC. Fort de cette expérience, une autre faction de l'opposition propose une offre alternative de la coalition. On va engager la logique d'opposition unie et solidaire avec la logique de charte d'union et de solidarité de l'opposition, c'est-à-dire que chaque parti d'opposition qui viendra entrer dans notre logique devra signer avec le CEPER une charte pour pouvoir rentrer dans la grande logique. Et aussi, nous allons engager l'alternative politique qui est en fait une ébauche de programme de notre action jusqu'en 2026, parce qu'en fait, l'action doit s'achever au moins aux élections législatives et municipales d'après la présidentielle. Dans tous les cas, 2025, c'est déjà demain. Et on verra si l'opposition n'ira pas en rang dispersé. Le décor est planté, la scène est là et j'ai le plaisir d'accueillir nos invités du soir. D'abord, le directeur général Christophe Mienzok, mais il est là en sa qualité de directeur des organes de presse du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Bonsoir. Bonsoir, Aimé Robert Biyina. Bonsoir aux téléspectateurs de la CRTV. À votre côté, Maître Nouga. Bonsoir, Maître. Bonsoir et bonsoir également aux téléspectateurs très nombreux de la CRTV. En face de vous, le professeur Henri Ngouatabi. Bonsoir, professeur. Bonsoir, Aimé, et merci pour l'invitation. Et j'ai le plaisir d'accueillir le vice-président du SIF, Lumari Kardeu. Bonsoir, monsieur le président. Bonsoir, monsieur Beyina. Bonsoir à tous mes companélistes et bonsoir à nos aimables téléspectateurs. Alors, messieurs, on l'a vu dans le sujet d'Augustin Ngizana, l'opposition s'entend manifestement pour ne pas s'entendre. En cela, l'histoire semble se répéter et 3 pôles principaux semblent se détacher en ce moment. On rappelle rapidement ce trio de tête de l'opposition camerounaise au regard des résultats de la dernière présidentielle. Il y a donc tout d'abord Moïse Kamto, faut-il le rappeler, il a 70 ans cette année, il a eu 14,23% lors de la présidentielle de 2018. Ensuite, Cabral Libby, 43 ans. En 2024, il s'est classé 3e lors de la dernière présidentielle avec 6,28%. Et puis, Joshua aussi, 55 ans. 3,35% en 2018. Voilà les principales figures de l'heure de l'opposition camerounaise. À moins que, il ne faut pas l'exclure, qu'il y ait un surgissement d'une nouvelle figure d'ici à l'année prochaine. Tout est possible en politique. Mais en attendant, c'est autour de ces 3 acteurs que tentent de se construire des dynamiques de coalition qui s'affrontent et parfois les propos sont durs.
Le candidat arrivé deuxième donc en 2018, Maurice Kamto, se voit comme le candidat naturel d'une éventuelle coalition, ce que lui contestent les autres, notamment le troisième, Cabral Libye. Pourquoi, Maître Nouga? Non, je crois qu'il faut dire les choses autrement. Cabral ne conteste pas la candidature de Maurice Kamto, mais... Comme candidat unique naturel. Voilà, bon, évidemment, vous comprenez cette sorte d'expression. Candidat unique naturel d'une plateforme. Vous comprenez qu'il y a une grosse contradiction dans cette histoire et c'est clair également. Il ne faut pas le cacher. Le professeur Kamto a commis beaucoup d'erreurs politiques et le peuple camerounais quand même a des questions à lui poser. Et cet homme ne peut pas s'ériger, ni être érigé par qui que ce soit comme candidat unique naturel aujourd'hui sans répondre à d'importantes questions. Monsieur, avez-vous gagné les élections de 2018? Pourquoi avez-vous souhaité une guerre civile dans ce pays? Qui soutient la base? Qu'avez-vous fait de l'argent collecté pour soutenir le parti? C'est des questions auxquelles il faut répondre. Et nous pensons qu'en créant une plateforme, on lui donne l'occasion de répondre à ces questions pour reprendre de la crédibilité au sein du parti. Ce que nous disons, c'est être conséquent. Jusqu'à présent, le PCRN souhaite qu'on soit conséquent. Et sur plusieurs points. D'abord, le point de la vieillesse. Vous savez, on n'a jamais eu un président de la République au Cameroun qui ait accédé au pouvoir à 70 ans. Ça, historiquement, c'est également un problème. Il faut donc... mais à un moment, on a eu un président en fonction à 70 ans. Oui, mais il a accédé à 49 ans, vous savez. Il a accédé à 49 ans. Mais pour dire que, bon, 70 ans ne peut pas être un âge rédhibitoire pour exercer la fonction suprême. Le PCRN parle davantage de la jeunesse. Et il faut effectivement envisager une alternative. Et l'alternative, ce n'est pas l'alternance, je ne sais pas. Ce n'est pas que le président Biya quitte pour que je m'y mette, non. L'alternative, c'est un projet nouveau, c'est un projet différent, c'est un projet, j'ai envie de dire, porté par le peuple. Et il doit y avoir un processus de popularisation. Alors tout le monde le dit, à condition que ce soit... Mais non, nous on n'a jamais dit ça. Nous on ne dit pas à condition que ce soit nous. Mais il ne faut pas éviter les plateformes qui le disent pour qu'à partir d'un schéma raisonnable, d'un schéma crédible, on puisse dégager une intérêt. Mais il y a autre chose, s'il vous plaît, Aimé Robert. Il y a autre chose. Est-ce que tout ces prétendues oppositions en sont? Et je pense qu'il y a des raisons de poser cette question pour dire que lorsqu'on a été, j'ai envie de dire, déçu, c'est-à-dire que vos propres ambitions tout à fait personnelles, rien à voir ni avec une idéologie, ni avec un projet, n'ont pas été accomplies, vous vous érigez en opposition. J'ai entendu un opposant la semaine dernière dire comment il était organisateur des fraudes. Vous pensez vraiment que ce sont des oppositions? Il faut mettre un peu d'idées, j'ai envie de dire d'idéologie. On va y revenir. On va y revenir. Il urge de passer la parole au vice-président du SDF. Monsieur Kagda, en d'autres temps, le chairman du SDF, le président du SDF aurait été un candidat presque naturel à cette coalition, à cette candidature unique. On rappelle d'ailleurs que la première grande expérience de dynamique, de forte dynamique autour d'un opposant, c'était bien John Fundi en 1992, qui a agrégé une grande partie des forces de l'opposition, même si à côté, il y avait également notre candidat Magari Bello Bouba, qui lui s'était classé 3e, mais John Fundi s'est classé 2e. Talonnant le président Paul Biya, 200 000 voix près, John Fundi aurait pu être président. Mais ça, c'était quasiment le siècle dernier, tant beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Et dans l'intervalle, le SDF est plutôt en retrait par rapport à tous ces débats, à cette agitation, comme si vous ne comptiez pas, et pourtant.
Oui, Monsieur Bina, disons déjà que l'histoire telle que vous racontez, nous, on trouve ça très discutable sur certains points, notamment sur qui a gagné les élections de 92. Comment on ne va pas refaire l'histoire? Voilà, c'est un autre débat. C'est 2025 qui est devant. Disons que le SDF a toujours été de toutes les coalitions depuis les 33 dernières années. Et donc, on a acquis de l'expérience quand même. On a acquis de l'expérience et nous ne pouvons plus aborder les choses en tant que parti leader de la même façon que dans les années 90, qui avait ses réalités. Et nous sommes aujourd'hui en 2024 avec d'autres types de réalités. Le problème, c'est que vous avez choisi, je vous dis, vous, les médias, de mettre en avant certains types de mouvances pour des raisons peut-être qu'on pourra discuter plus tard, mais qui ne correspondent pas à la réalité. Et quand nous, au dernier comité exécutif national, le NEC qui s'est tenu le 14 octobre, on a émis, le comité exécutif, beaucoup de réserves sur les idées de coalition telles que ça se fait aujourd'hui. C'est pour plusieurs raisons. D'abord, l'idée de candidature unique. Oui, on en a parlé, depuis les 30 dernières années, on en parle. Mais en fait, est-ce que ce n'est pas une chimère? Et on en a tiré des leçons. Soyons sérieux, cela va d'une autre idée dans l'opinion qui est celle du messianisme. Est-ce qu'en 2024, on peut encore au Cameroun valablement mettre sur la table la question du messianisme? Nous, SDF, quand nous avons eu la possibilité d'enterrer notre chairman, on a clairement dit qu'il n'y aura plus de chairman. Chairman est arrivé, il est parti. Et on ne s'attend plus à avoir un autre chairman. Il y a eu un seul chairman au Cameroun et ça suffit. Vous comprenez un peu, aujourd'hui, nous sommes tous sur tout un autre paradigme. Et ce paradigme-là, le comité exécutif a clairement rejeté l'idée du remplacement. S'il faut aujourd'hui remplacer M. Biya par un Biya plus, par un Biya bis, ça ne sert strictement à rien, même si toute l'opposition était unie. Nous sommes aujourd'hui dans l'idée de la construction de notre pays, de la refondation de notre pays. Et donc, le comité exécutif... En attendant, on a une échéance qui arrive là. Est-ce que le SDF ira à cette élection? Mais bien sûr, c'est une résolution du Congrès. Donc c'est quelque chose... Donc, laissez-moi vous expliquer notre positionnement. Comme l'horloge tourne. Nous sommes plutôt positionnés pour l'idée de la transition politique. Et c'est donc une coalition, pour nous, irait vers là. Et pourquoi? C'est quoi la transition politique selon vous? Ce serait quoi que le candidat du SDF remporterait les élections pour un mandat limité? Il y a un comité ad hoc qui travaille là-dessus, mais la question c'est de dire on peut s'arrêter pour une période de 3 ans pour refonder l'État, pour faire des réformes profondes. Et on reviendra dessus. Nous sommes tous d'accord au Cameroun qu'on a des problèmes éducatifs. Il faut refonder le système éducatif. Sur le plan économique, on pourrait vous expliquer une citation d'un grand contemporain qui avait dit qu'on ne s'amuse pas avec le Cameroun. Donc, oui, nous sommes le continent et tout ce que vous voulez. Mais pour exercer pendant 3 ans... Entre-temps, les indicateurs ne sont pas bons du tout. Et donc, il arrive un moment dans l'histoire des nations où il faut s'arrêter pour repenser. Il faut accepter qu'on a fait une sortie de rouge. J'ai l'avantage d'avoir à côté de moi un professeur d'université qui a coordonné un travail sur le DSE en son temps, en 2017, on va y revenir. Pour critiquer le modèle économique. On va en reparler. Mais tout de même, monsieur le Président, c'est une chose de ne pas s'entendre, mais c'est une autre chose de voir que il y a des flèches. C'est vrai que ça part surtout d'un camp contre vous notamment. Vous êtes fléché. Est-ce que, je veux dire, en démocratie, est-ce que ça devrait se faire? C'est une chose de ne pas s'entendre, d'accord, mais qu'est-ce que ça vous fait d'entendre lors d'une émission un leader s'en prendre vraiment avec des termes très durs, s'en prendre à votre famille politique? Disons que nous sommes dans un stade de football. Le SDF ne fait pas partie de ces partis qui pleurnichent. On se tacle.
c'est une réalité politique quotidienne. Et donc, l'idée n'est pas de pleurnicher, mais d'expliquer aux Camerounais ce qu'on veut. Qu'est-ce que nous rejetons, en fait? Vous avez sur la scène politique une polarisation autour de plusieurs axes. Par exemple, et parce que si nous ne parlons pas de ça, et ne parlons pas de la technique de coalition, je vais davantage être technicien sur ces questions-là, on ne s'entendra pas. Il n'y a pas de coalition sans vision partagée. Et l'une des erreurs que nous avons commises pendant les 30 dernières années, c'est de penser qu'on peut avoir une opposition unie, alors qu'on ne regarde pas dans la même direction. C'est simplement pas possible. Et donc, sur l'essentiel des questions, nous voulons aujourd'hui, nous au SDF, travailler en regroupant des personnes qui appartiennent à une famille politique. Et la coalition ne commence pas par les médias. Et donc, les gens qui pensent que c'est venir s'asseoir sur s'il faut venir s'asseoir sur un plateau de télévision pour commencer à négocier, c'est pas ça du tout. Et donc, nous sommes en train de travailler et nous rejetons tout ce qui va, par exemple, vers les approches identitaires. Nous avons au Cameroun aujourd'hui les gens qui vous disent l'axe nord-sud. Et donc, ils vont vous dire, le président est du sud, le prochain doit être du nord. Et les coalitions se forment et sont tellement prononcées aussi sur ces questions-là. Vous avez l'axe francophone-anglophone, où on vous dit aujourd'hui que pendant les 60 dernières années, le président a été francophone. Ce qui ne marche, c'est que le président soit anglophone maintenant. Nous rejetons ces idées-là parce que ce n'est pas une histoire de personne. Vous avez l'axe Bamileke-Betty qui cristallise l'opinion. Et on vous dit un Bamileke ne sera jamais président. Et ça fait des... Nous ne sommes pas dans ce genre de débat parce que ce n'est pas vers là qu'il faut aller. Et nous sommes clairement, et nous disons que si la vision est de refonder le pays, et donc ce qu'on appelle l'axe progressiste, alors nous sommes partants. Et sur cet axe progressiste-là, nous travaillons avec des personnes qui pensent avec nous qu'il faut faire des réformes profondes. Encore ce que certains appellent la transformation structurelle du pays. Et pour ça, ça ne commence pas par les médias. Il y a au moins 8 étapes à traverser pour arriver vers les médias. On revient à vous. Permettez à d'autres de placer un mot. On va revenir à vous, notamment à Christophe Mienzok. Alors, le RDPC suit effectivement, on sait que vous avez des laboratoires, vous travaillez au quotidien, vous auscultez tous ces phénomènes, toutes ces dynamiques. Est-ce qu'on va dire que vous buvez du petit lait en ce moment? Bon, on aurait pu dire que nous avons le beau rôle face à ce spectacle. Si on voulait être cynique, on pourrait simplement ajouter qu'il se tape dessus, et jusqu'à ce que, à la limite, on n'ait même pas d'adversaire. Mais on aura bien un adversaire. On aura bien un adversaire, quel qu'il soit. Et c'est intéressant d'observer ce qui se passe. Nous ne sommes pas indifférents, comme vous l'avez dit. Nous ne buvons pas non plus du petit lait. On suit très attentivement. Mais il y a quand même lieu d'attirer l'attention des Camerounais sur le fait que c'est un débat qui revient de manière périodique, cyclique, comme un serpent de mer, depuis 30 ans, comme l'a dit le président CAC 2. Et on peut se poser des questions sur cette obstination de vouloir rechercher l'oiseau rare, le Messie, parce qu'il y a effectivement une approche messianique de la politique. Froundi l'a incarné à une époque, un autre contemporain que je ne voudrais pas citer, je crois, veut l'incarner, donc faire du messianisme apparaître comme l'homme providentiel. Mais on a bien vu que ça ne marche pas. À la fin, nous, ce qui va nous intéresser, ce n'est pas tant la bataille autour de l'homme, du candidat unique, mais ça va être ce qui va émerger de tout ce magma-là, en termes de programme, en termes de projet. Et lorsque on aura une idée de plus en plus précise de ce qui pourrait être notre adversaire,
Parce que nous avons des difficultés. La deuxième partie de notre émission va le montrer, où nous sommes, il faut leur dire avec beaucoup d'humilité aux Camerounais, où nous sommes mal à l'aise en ce moment, parce que nos résultats, et ça c'est un discours que nous tenons depuis quelque temps, nos résultats ne sont pas à la hauteur de tous les efforts, ou alors de toutes les promesses, des attentes des populations. Et donc, c'est bien de regarder ce que l'opposition veut faire, mais il sera encore plus intéressant pour nous de voir ce qu'il propose et surtout de voir s'il propose mieux que ce que nous avons déjà proposé. Et surtout de voir s'ils sont en mesure de faire mieux que nous. À partir de ce moment-là, un véritable débat programmatique, idéologique pourra commencer. Pour l'instant, nous observons, ça fait partie de l'animation, de la scène politique, et bon, ça va nous permettre de tenir jusqu'à 2025. Mais côté RDPC, la candidature du président Biya s'impose de plus en plus comme une évidence. Oui, ça c'est de par nos textes, mais nous-mêmes, sur ce plan-là, nous ne devons pas dormir sur nos lauriers. Vous comprenez? C'est une évidence, c'est-à-dire que nos textes font que ce débat est presque clos, naturellement. Mais on voit bien, monsieur le DG, on voit bien que tant que le président Biya est candidat, c'est le plus grand dénominateur commun. Tout à fait. Mais si d'aventure, un jour, il n'est pas candidat, on voit bien poindre des dynamiques totalement et c'est là que le RDPC, vous savez, le pouvoir crée, que ce soit ceux qui sont à l'opposition ou ceux qui gouvernent, le pouvoir génère lui-même une espèce de dynamique interne qui fait que, tout comme il le disait tout à l'heure, il n'y a pas une opposition unique. Même à l'intérieur du pouvoir, vous aurez toujours des pôles divergents. Et tant que vous entendez sur ce petit commun dénominateur-là, ça va. Mais ça ne peut pas vouloir, ça ne veut pas dire que vous allez étouffer les ambitions des uns des autres. Il y aura toujours des ambitions. Et il faut en tenir compte. Parfois même, ce n'est pas plus mauvais. Ce n'est pas plus mauvais. Le problème, c'est la sournoiserie. Moi, je préfère même d'ailleurs que les uns et les autres, même à l'intérieur, disent que j'ai un projet. Et qu'à l'intérieur du parti, des idées mais ils disent que la guillotine les attend. Bon, ça, c'est une vue de l'esprit. Peut-être les gens préfèrent la première partie de notre émission intitulée « Les grandes manœuvres ». Vous savez, les gens sont très forts. Les manœuvres, c'est quoi? Les manœuvres sont souterraines. Les manœuvres sont nocturnes. On va dire ça comme ça. C'est trop facile de faire des manœuvres. Mais quand on vous demande donc de venir le dire à partir des faits, de construire quelque chose au vu de tout le monde, ça devient beaucoup plus compliqué. Parce que dans manœuvre, il y a beaucoup plus la destruction. Vous êtes là pour donner des coups bas et tout et tout. Ça, c'est plus facile de tacler, de détruire ce que les autres font. Mais quand on vous demande donc maintenant de construire, de définir un projet, ce n'est pas évident. On revient à l'opposition. Maître Nouga, à force de parler ces dernières semaines, ces derniers mois de l'improbable candidature unique de l'opposition, l'opposition a perdu en chemin une bataille qu'elle avait où il y avait déjà une plateforme, c'est celle de la réforme du code électoral. Écoutez, moi j'avais dit même à l'intérieur du parti que c'était une bataille inutile. Parce qu'en réalité, c'est une expérience qu'on a connue depuis 30 ans et on a obtenu, je crois, 2 ou 3 fois, peut-être même plus encore, la réforme de cette loi. Mais le résultat politique n'a pas suivi. Donc la question est, à mon sens, paradigmatique. C'est quelle vision nous appliquons à la politique camerounaise. Et je pense que le président national a bien compris cela pour focaliser davantage sur l'essentiel. Et l'essentiel, il est venu avec. Vous savez, nous sommes, je pense, le PCRN aujourd'hui, avec Cabral Libi,
le seul parti qui entre à politique avec une stratégie, avec une cible, et surtout avec un programme, avec un projet de société. Donc on comprend mieux pourquoi plus personne ne parle de la révision du code électoral. Non. Vous ne pouvez pas dire qu'on a perdu cette bataille-là. Non. Mais on ne vous voit plus, on ne voit plus vos leaders s'afficher, prendre la pause. Je vous explique. Pour réclamer la révision du code électoral. En tout cas, on ne le voit plus. Je vous explique. Oui. La première partie du travail de cette plateforme a été achevée. C'est-à-dire que les propositions des partis politiques et autres personnalités camerounaises sont parvenues à qui de droit. Et j'ai eu l'honneur de représenter mon parti à Elecamp en début de cette année pour discuter encore de nos propositions. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer à l'Assemblée pendant cette session qui s'est ouverte aujourd'hui? On ne sait pas, mais on verra si des choses arriveront là, parce que la session est propice pour tout cela. Donc, ça c'est la première étape. La deuxième étape, en fait, et c'est là où la question de Maître Nouga a tout son sens. Est-ce que ce sont même des partis d'opposition? C'est-à-dire que vous finissez une première étape, vous décidez de muter pour faire une deuxième étape, et pendant que vous êtes en train de structurer, c'est un coup pour aller se déclarer. Mais je voudrais ajouter, avec votre permission, vous savez, cette bataille de nous, et tout le monde le sait depuis la création, je veux dire depuis l'intervention du président Cabral, tout le monde connaît notre stratégie pour gagner les élections présidentielles, même avec ce code. Il faut s'inscrire massivement dans les listes électorales. Et nous sommes très heureux que pratiquement tous les acteurs politiques nous ont rejoints. Tout le monde sait aujourd'hui qu'avec l'inscription sur les listes électorales, même avec ce code, on gagne. Il suffit d'avoir l'attitude citoyenne qui convient. Même avec ce code, vous gagnez, avec un rang dispersé, vous pouvez battre le RDPC. Je vous donne des évidences. Parce qu'en réalité, la personne qui doit se mettre en rang, c'est moins les partis politiques que les électeurs. Je vous donne des évidences sur la base des chiffres. Prenons des chiffres. Et le SDF a l'avantage d'avoir commandé une étude pour connaître les préoccupations des Camerounais en 2024 et définir le positionnement. Il y a tout un océan bleu que vous avez aujourd'hui et que personne n'exploite. C'est-à-dire qu'il y a, si on prend les chiffres des dernières élections, vous avez 3 millions de personnes inscrites qui n'ont pas voté. Et ces personnes n'ont pas voté et ils répondent dans l'étude parce que pour beaucoup, il n'y a pas d'offre politique intéressante. Disons-le. Les gens passent le temps à se tirer dessus, comme vous êtes en train de dire. La politique au Cameroun est devenue une affaire de scène politique, de mise en scène. C'est un show, c'est un divertissement. Qui parle de l'offre politique au Cameroun aujourd'hui? Qui parle des préoccupations des Camerounais? C'est d'ailleurs pour ça que nous, au SDF, on s'est mis avec les syndicats. Vous ne parlez pas de Calamo, qui est le Cameroun, qui est le mouvement travailliste camerounais, ou encore le Cameroun Labour Movement, qui a quand même 6 confédérations syndicales sur 12. C'est pas mal, monsieur. Et nous avons interpellé le gouvernement et le président de la République sur la question des travailleurs. Ce qui a, en son temps, dans son calendrier, abouti quand même à certains traitements salariaux. On va peut-être en parler le moment venu. Et donc, qui parle de la... Il y a 12 millions de forces actives au Cameroun, mais on n'en fait pas cas. Et cela a été, lorsque nous évaluons les 33 dernières années du SDF, on reconnaît que nous n'avons pas suffisamment porté ces causes-là, qui sont même des causes social-démocrates. Parce que vous aviez un leader charismatique. Et donc, on a dit clairement que nous avons un nouveau positionnement, et ce positionnement peut gagner les élections, avec un programme de transition. Les Camerounais ont marre de ce qui se passe aujourd'hui. Allons en Gambie,
avec Adama Barrow, vous allez voir qu'il a présenté un candidat. Il était inconnu. Ce n'était pas le plus diplômé du pays. Mais c'est un candidat unique, hein? Et non, pas unique. Il y avait 7 mouvances politiques. Mais c'était la principale coalition. Cette mouvance politique, nous sommes à une vingtaine, même si le moment venu, on médiatisera. Okay. Donc ça, ce n'est pas le problème. Parce que je vous ai expliqué que la coalition ne se passe pas à la télévision. Donc ça, c'est une autre chose. Mais Adama Barrow a gagné avec des élections à un tour, et il a gagné quelqu'un qui était Yahya Jammeh et donc qui était reconnu pour avoir un régime particulièrement autoritaire. Et donc il a fait, les élections étaient à un tour, et son programme politique était pour 3 ans. C'est ça qu'il a amené, c'est ça que les gens ont acheté. Et il est passé avec un système électoral plus fermé que le nôtre. Et donc je dis que c'est l'offre politique qui est intéressante, c'est pour ça que je dis à nos concitoyens que ce qui est important aujourd'hui, c'est de travailler par famille politique pour mettre d'abord sur pied une offre politique et donc un document d'orientation. Comment vous voulez aujourd'hui aller en coalition? Il n'y a pas de document d'orientation, il n'y a pas de charte, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas des axes de collaboration. Quand on se met ensemble, il y a des principes de la méta-organisation. Ça devient un mouvement hétéroclite. Alors, on va permettre à l'ancien d'université du plateau de pouvoir placer un mot. Oui, voilà. Moi, je suis citoyen et j'observe cette scène politique, comment elle s'anime. Mais il y a une lame de fond que je ne retrouve pas, c'est-à-dire la pensée ou l'idéologie de chaque parti politique. Quelques partis politiques l'ont. Le RDPC a une lame de fond. On sait c'est le libéralisme communautaire. Le SDF, si je ne me trompe pas, ils sont dans l'international socialiste. Le PCRN, pour l'instant, je ne sais pas très bien. Il y a communautaire quelque part. Fédéralisme communautaire, c'est ça? Ah non, mais écoute, professeur, c'est quand même un ouvrage qui a fait... Le PCRN, c'est le fédéralisme communautaire. L'ouvrage de l'offre politique du PCRN a fait l'objet de beaucoup de débats. Vous n'étiez peut-être pas au Cameroun, mais même hors du Cameroun, on l'a connu. Non, je ne vais pas vous dire, mais vous devrez vous en rappeler. Non, le fédéralisme communautaire... lui, il me donne pas une lisibilité. Vous n'avez pas lu. Il me donne pas une lisibilité économique. Attendez, je termine. Parce que c'est... J'ai pas fini. C'est l'idéologie. J'ai à peine pris la parole. Scientifiquement élaborée à l'heure actuelle. Mais laissez les autres en parler. Parce que si vous auto-congratulez vous-même. Non, je voulais l'aider. C'est pour vous dire donc qu'il va falloir communiquer davantage. Ça, c'est le message. C'est-à-dire, vous pouvez me convaincre. Moi, je connais bien votre leader, puisque nous avons travaillé ensemble. Il a beaucoup travaillé avec moi. C'était des jeunes collègues, donc je le connais très bien. Donc, maintenant, je suis en train de dire ceci. C'est cette lame de fond. Parce que quand on dit que vous voulez vous rassembler, est-ce qu'un libéral va se rassembler avec un socialiste? Non. Quelle politique économique vous allez appliquer? Quelle politique sociale vous allez appliquer? Et donc, aujourd'hui, la plupart des politiques, on n'a pas cette lisibilité en dehors de quelques partis. Dès cet instant, comment, même si vous pouvez faire quel type d'alchimie, avoir un candidat unique, ça relève d'une gageure. D'où le recours au messianisme et bien voilà. L'homme providentiel. Et donc, c'est très difficile. Qui occultera donc les failles programmatiques et idéologiques. Exactement. Moi, le citoyen, je veux savoir si c'est le SDF qui arrive au pouvoir. Je sais qu'ils ont une tendance interventionniste. C'est pour cela qu'ils parlent de travailleurs. On a questionné les travailleurs. Si je ne me trompe pas, c'est ça la philosophie. C'est-à-dire, c'est beaucoup plus interventionniste, c'est social. Là, on a une lisibilité. Le RDPC, on a une lisibilité. Bon, le fédéralisme communautaire, comme vous le dites, il faut expliquer davantage. Qu'est-ce qu'on met dans le fédéralisme communautaire? Même dans la pensée économique, je ne me retrouve pas dans le fédéralisme communautaire. C'est très difficile. Vous voyez, ça renvoie beaucoup plus aux institutions à ce moment-là, à la structuration des institutions. Mais on ne voit pas exactement ce que vous allez faire à l'intérieur. À partir de cet instant, lorsque vous vous retrouvez pour dire il nous faut un candidat unique, ça devient une gageure. Et du coup, au lieu de parler de la lame de fond, on parle plutôt des personnes. Mais le Cameroun est au-dessus des personnes. Et nous attendons que vous nous fassiez des propositions qui sont claires. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est vrai, la scène s'anime, mais quand même, on est à 20 mois, si je ne me trompe pas.
on doit déjà avoir des ébauches de 20 mois, programme. mais 16 mois de la convocation du corps électoral. voilà. Et dès qu'on convoque, on n'a que 15 jours pour déposer les candidatures. Donc, Donc, le temps presse. Nous, les experts, nous, on doit déjà avoir accès au programme, aux idées, et pour qu'on commence donc à décortiquer vos programmes, à pouvoir dire un mot, avoir la tendance, et puis c'est ça qui va faire qu'à un moment donné, ceux qui sont proches dans ces différents partis politiques d'opposition, ceux qui ont les idées proches, vont se rassembler. Et ça peut faire donc 2 blocs, 3 blocs, et après, vous voyez au finish comment vous pouvez créer une organe fêtière qui dirige ça. Mais tant que cette idéologie ne transparaît pas, il est très difficile pour moi qu'on ait une lisibilité, et du coup, l'offre politique s'embrouille. En fait, dans cette séquence, viennent de nous montrer, démontrer les difficultés de l'opposition à pouvoir s'entendre à ce Tout à fait. Moi, je voudrais juste rebondir sur ce que Jean-Marie Nouga a dit, et je voudrais le remercier. Ce que semblait d'ailleurs reconnaître, hein, lui, Marie Kakde, tout à l'heure, quand il a parlé du cas de la Gambie. La Gambie. Nouga a dit clairement, même avec ce code, on gagne. Même avec ce code, on gagne. Et en creux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui gagne avec ce code-là, ce n'est pas toujours la fraude. S'ils reconnaissent qu'ils peuvent gagner avec ce code, il faut donc arrêter de marteler aux Camerounais que ceux qui sont là ont gagné grâce à la fraude. Si vous êtes convaincus aujourd'hui que le débat, ce n'est pas tant le code en lui-même que la mobilisation des énergies, des ressources humaines. On connaît le triptyque de Cabral. Inscrivez-vous, votez, surveillez vos votes. Vous gagnez. Et vous gagnez. Voilà le triptyque de Cabral Libye. Et je ne comprends pas pourquoi, depuis des années, Aimé Robert, je ne sais pas combien de débats j'ai déjà fait ici et ailleurs sur le code électoral camerounais. Et je l'ai toujours dit, les partis politiques qui veulent gagner les élections au Cameroun pensent qu'on va les porter vraiment et puis les installer dans un fauteuil. Alors que eux ils sont là, ils regardent les bras croisés, ils laissent les autres faire le travail en leur lieu et place. Si vous ne mobilisez pas les populations qui demain vont être des électeurs, si vous ne veillez pas à ce que les électeurs inscrits retirent leur carte d'abord, ensuite votent, et puis soit dans les bureaux de vote au moment du dépouillement, s'assure que toutes les opérations électorales qui sont faites là sur place l'ont été dans les règles de l'art. Tout le reste, c'est de l'enfumage. C'est de l'enfumage. Et je suis heureux de constater qu'aujourd'hui, ils commencent à reconnaître que, en réalité, ce n'est pas tant le code qui fait problème que d'autres aspects, des insuffisances. Et maintenant, sur vraiment les tares, j'ai failli dire congénitales, de l'opposition camerounaise, elles sont connues. Et je ne vais pas dire qu'on ne tire pas sur une ambulance, mais je préfère que nous autres, en dehors des PC, avec tout le respect qu'on doit à nos adversaires, avec beaucoup d'humilité, nous allons observer. Peut-être que cette fois-ci sera la bonne. Après 92, 97, 2004, 2011, 2018 et tout. Mais nous nous devons d'être vigilants et simplement être prêts à affronter tout candidat qui viendra parce qu'il ne faut pas exclure le jaillissement d'un oiseau rare. S'il vous plaît. Il y a un point de désaccord important parce que ce n'est pas exactement ce que j'ai dit qu'il a rapporté. Le SDPC part avec un avantage considérable du fait de ce code électoral. Mais c'est comme dans le football, il y a la remontada. C'est ce que je dis. On peut... Mais vous le rejoignez que donc avec ce code électoral, vous pouvez gagner. La fraude existe. Parce qu'il veut dire qu'il n'y a pas de fraude. Mais avec ce code électoral, vous pouvez gagner. On peut faire la remontada. Et à la fin, on retient le score final. Oui,
Oui, mais le match doit être équitable. Et donc, on ne peut pas... Ce qu'on va retenir, lui, Marie, Monsieur le Président, ce n'est pas le nombre de tacles frauduleux et tout. C'est le résultat final. Vous partez avec 3 buts d'avance. Et donc, on peut remonter ces buts. C'est ce que je dis. Et vous avez raison. Vous avez vraiment progressé un peu. Vous avez raison. Je souhaite sur le fait que vous n'entriez plus, vous ne reveniez plus en arrière. Parce que je crois vous avez raison. Vous avez raison sur le fait qu'aujourd'hui, si vous n'avez pas de représentants dans les bureaux de vote, n'entrez pas en matière. Donc, disons-nous les vérités. Et par le passé, c'était des difficultés. Et donc, je dis que du haut de notre maturité politique, il y a des erreurs que nous ne pouvons plus commettre. Et donc, nous travaillons aujourd'hui à avoir nos 26 000 ce n'est pas donné, hein? Fois 2. Et ce n'est pas donné. Et effectivement, nous ne perdrons pas le temps. Vous nous cherchez dans les médias, vous ne nous trouverez pas. Parce que nous ne perdrons pas le temps dans les médias. Alors qu'il y a le travail à faire sur le terrain. Mais oui. Et si vous allez au Sénégal et partout, les Macky Sall et tout ça, quand ils ont gagné, il y avait le M23 qui faisait les plateaux, mais lui, il labourait le terrain. Bon, vraiment, en un mot. En décembre, qu'est-ce qui s'est passé? En décembre, par exemple, pour dire que ces agitations sur les plateaux ne servent pas à grand-chose, la loi électorale nous demandait d'envoyer nos représentants dans les commissions mixtes de l'ECAM. Et les gens n'ont pas envoyé. Nous, on s'est concentré à le faire. Pourquoi? Parce que c'est cette commission qui fait les enregistrements, qui fait vous dites allez vous inscrire, mais vos électeurs doivent retrouver vos représentants. Ça c'est d'un. De deux, cette commission se mute pendant les élections en commission de supervision. Non, je cherche le terme exact, c'est-à-dire de recompte des votes, de décompte des votes à la fin. Et donc, si vous n'avez pas dans les 360 antennes de l'ECAM des représentants, vous partez avec des tarifs. Un gros retard. Et donc, non, Monsieur le Président. Mais vous partez avec un avantage considérable. Ce n'est pas équitable et ce n'est pas normal. Merci de me donner raison. Mais, oui, en un mot. Je pense qu'il y a quelque chose vraiment qu'il faut dire et qui est très agréable à dire lorsqu'on est actuellement au pouvoir, c'est dire l'opposition. Il n'y a pas une opposition unique au Cameroun. Ça se voit. C'est ça parce que justement, pour le peuple ou les populations, pour les téléspectateurs qui nous voient, il n'y a pas une opposition. Donc il ne faut pas attendre qu'il y ait un bloc d'opposition, parce qu'en fait, dans cette opposition, il y a des partis politiques qui sont, vous savez bien, qui sont de la majorité présidentielle d'office. Vous comprenez? Et il ne faut pas les mettre dans l'opposition. Il y a comment on les appelle? Ceux qui étaient avec le pouvoir et qui n'ont pas obtenu de satisfaction personnelle. Donc, vraiment, c'est très agréable de dire l'opposition ne s'entend pas. Parce qu'en réalité, il y a une opposition interne au RDPC. Il faut tenir compte de cette opposition aussi. Et nous, on compte sur cette opposition, notamment sur la jeunesse, qui, bien qu'étant au RDPC, va voter PCRN. Ils ont commencé à le faire. Parce que il faut... C'est une autre opposition. On attend de voir les élections. Voilà. Parce que là, vous faites la futurologie. Mais alors, la conquête du pouvoir, normalement, c'est pour assurer le bien collectif. Messieurs, et l'un des chantiers prioritaires du moment pour les Camerounais, c'est la vie chère. Avec une inflation galopante, obligeant la grande masse à déployer des trésors d'imagination pour s'assurer un repas quotidien. Illustration dans ce reportage de Barbara Padjama, en guise d'éclairage du soir. Les pieds dans la terre, elle cherche des alternatives en s'inspirant des plus sages. Notre président m'a dit qu'on doit cultiver la terre. La terre, le sol, ça ne trompe pas. Émilie a planté là une partie de son panier de la ménagère, qui faisait déjà trop de calculs. Mon mari d'abord il est déjà retraité. Et je me bats pour pouvoir faire le champ, c'est pour pouvoir nourrir et mes enfants et mes petits-fils. Bref, quand je fais comme ça, là, je mets presque tout. Les femmes se sont offertes ces bons gestes qui soulagent. Je vends certaines comme les légumes, le manioc, pour acheter l'huile, le sel, bon, le poisson.
Elles enchaînent les petits métiers même s'il faut s'épuiser pour un salaire de subsistance. La vie chère est à leur trousse. J'achetais avant en gros, maintenant j'achète en détail. Déjà le riz que je prenais à 8 500, 7 000, 9 000, c'est déjà 13 000. Et sur les 13 000, on n'en trouve même pas plus sur le marché. L'autre bon plan dans le porte-monnaie, c'est de grignoter les moindres entrées. Acheter au détail pour mieux jongler les prix qu'elles trouvent discutables. Même en détail pour 200, ils ne m'en sortent pas. Donc d'autres, s'ils vendent pour 100, peut-être savent pourquoi ils vendent pour 100 francs. Et moi, personnellement, j'achète le bidon cher. Je ne peux pas acheter cher, je viens vendre moins cher pour faire plaisir aux gens. Je dois aussi faire nourrir ma petite famille. Faire des courses devient un casse-tête. Devant des comptoirs, certaines ne feront que la moitié de leur liste. L'argent pour payer encore en gros. Il n'y a plus l'argent pour payer en gros. Tout là, tout maintenant, tout. Hors caméra, plusieurs de ces femmes ont confié avoir intégré des tontines pour bénéficier à tour de rôle d'un gros panier de provisions pour la cuisine, comme du sucre, de l'huile, des pâtes, du riz ou du lait, pour continuer d'avoir en moyenne 2 repas par jour. Il y a des jours que le midi, là, il n'y a pas, on attend une fois manger dans la soirée. Des sacrifices pour juste garantir son pain quotidien. C'est la résilience et la tendance haussière des prix n'est pas prête de se stabiliser. L'Institut national de la statistique projette encore 7% de taux d'inflation en 2024. Et l'économiste Emmanuel Nubissi-Ngankam, dans un article récent, distingue 2 origines de l'inflation, ce qu'il appelle l'inflation par le coût de production et l'inflation importée. Parole à l'économiste du plateau, le professeur Henri Ngouatabi. Avons-nous tout essayé pour contenir l'inflation? On est loin de l'époque où on se vantait que nous étions en dessous des 3%, le seuil d'inflation en zone CEMAC. Maintenant, nous sommes quasiment au double, à 7%, et ce n'est pas prêt de s'arrêter. Avons-nous tout essayé? Vous savez, l'économie est cyclique, donc vous allez toujours essayer, et vous allez encore essayer, et vous allez toujours essayer. Donc, puisque c'est cyclique, et vous l'avez bien dit dans votre propos, qu'il y a des chocs exogènes et des chocs endogènes qui créent cette situation, et surtout des chocs exogènes qui perdurent avec la guerre entre la Russie et l'Ukraine, qui perturbent tous les schémas de production et de distribution. Donc maintenant, cette situation-là, il faut d'abord dire que l'inflation, pour que les populations comprennent, c'est une augmentation généralisée des prix sur une période donnée. Et donc aujourd'hui, vous parlez de 7%. C'est beaucoup, on est au-delà des 3%, mais il y a des instruments que l'État ou le gouvernement a entre les mains pour pouvoir agir. Parce que le constat que vous faites, c'est comme si vous dites, il n'y a rien à faire. Ah ben si, il y a quelque chose à faire, parce que les instruments sont à la disposition de l'État. L'État a commencé à prendre certaines mesures. Et c'est là, je vais vraiment rester dans les instruments qui sont entre les mains des gouvernants pour qu'ils puissent agir. Je donnerai une certaine panoplie d'instruments. Donc l'État a commencé à agir par l'augmentation des salaires. C'est 5%. D'aucuns diraient que c'est peu, mais c'est déjà ça. Il y a l'augmentation des allocations familiales. Ça va dans le bon sens. D'aucuns diraient toujours que c'est peu, c'est insuffisant. Mais maintenant, ça c'est fait. L'économie est psychologique. Il va falloir débloquer la psychologie des Camerounais, c'est-à-dire des consommateurs. Comment l'État peut le faire? La première des choses que l'État peut faire, c'est, on revient dans des éléments que nous utilisons tous les jours, c'est de réduire le train de vie de l'État pour trouver d'abord des marges. Ce train de vie de l'État, on voit bien la circulaire du président de la République qui demande que les missions à l'étranger, par exemple, là, on peut avoir des niches de réserve. On peut aussi aller creuser dans des exonérations fiscales qu'on attribue aux entreprises privées, import-export, de tout type, parfois sans une grande efficacité. Il y a aussi quelque chose à creuser là-bas pour trouver des marges. On peut encore trouver des marges vers des entreprises publiques qui sont situées dans des segments concurrentiels et qui n'ont pas besoin de subventions. Ces subventions qu'ils reçoivent souvent, là aussi ça peut constituer des marges. Pourquoi je parle d'abord de ces marges-là? Parce que l'État a un instrument entre les mains sur lequel il peut agir. Cet instrument, le premier instrument, ça s'appelle la MIRAP, la mission de régulation des approvisionnements des produits de grande consommation. Et cette MIRAP, elle doit monter plus que jamais en puissance. Ça veut dire qu'elle doit s'installer dans toutes les grandes villes du pays parce qu'elle doit avoir la capacité d'aller chercher
le plantain, le manioc vers les zones un peu plus reculées et de les ramener vers les villes et de les vendre à des prix défiant toute concurrence. C'est ça sa mission. Il y a un budget, les marges que je viens de dire qu'on peut dégager peuvent venir appuyer cette mission pour qu'elle puisse jouer ce rôle-là, atténuer cette inflation-là. Donc la MIRAP, vraiment, c'est cette structure de l'État qui doit monter en puissance. Ensuite, le ministère du Commerce aussi joue souvent son rôle. Laquelle MIRAP est très discrète depuis quelques mois, après un démarrage en fanfare. Je demande donc qu'elle sorte, puisque c'est ça son rôle. Actuellement, elle a été créée, je crois bien, en 2011. Il y a eu les émeutes de la faim en 2008 et elle a été créée justement pour que lorsque des situations comme celle-ci arrivent, il faut qu'elle puisse intervenir. Donc l'État doit activer ce bras armé pour pouvoir atténuer la situation. Le ministère du Commerce le fait déjà aussi souvent, à partir de certaines actions de vente et autres. S'il y a possibilité, le ministère du Commerce doit continuer à accélérer vraiment pour atténuer cette inflation-là. Ensuite, il y a un autre instrument que l'État a entre les mains, c'est le programme de filet social avec la Banque mondiale. Ce programme doit être élargi. Non seulement élargi, mais on doit communiquer. Parce que beaucoup de Camerounais entendent programme de filet social, mais ils ne savent pas de quoi il s'agit. Quelles sont les conditions pour que les autres puissent bénéficier? Et ça, il va falloir communiquer là-dessus pour pouvoir non seulement élargir le portefeuille des bénéficiaires. Exactement. Et ça permet donc que les Camerounais puissent avoir une visibilité et commencer à reprendre confiance. Mais il y a un point crucial sur lequel l'État peut encore agir. C'est-à-dire, nous avons le panier de la ménagère. Il est constitué de quoi? Du sucre, de l'huile, des œufs, et j'en passe. Je vais rester sur les produits que nous produisons localement ici. L'État doit actionner la baisse des charges sur ces produits-là. Je ne sais pas si la TVA est toujours à 19,25 sur ces produits. Si tel est le cas, on peut diminuer cette TVA-là de moitié. Et maintenant, si on la diminue de moitié, il y a un électrochoc qui se produit, la consommation repart. À cet instant, on mise donc sur le volume pour rattraper le gap de la baisse, puisque si le volume de la consommation augmente, le gap de la baisse là aussi peut être rattrapé. Et enfin, nous avons par exemple le marché lui-même, en fonction... Vous savez, dès qu'il y a eu l'augmentation des prix du carburant, qui lui aussi a entraîné une hausse de quasiment un peu tous les produits, vous avez, chacun augmente comme il veut. Peut-être un produit qui coûtait 1300, 1000 francs, il devient à 1300. Mais après un certain temps, 1 mois, 2 mois, le marché lui-même régule et il y aura un lissage. Ça veut dire que ce que les gens vendaient à 1300 va peut-être revenir à 1150, la moitié de cette augmentation-là. Il y a un lissage. Donc il y a vraiment une batterie d'actions à mener. Ça, c'est à court terme. À court terme pour que demain, le Camerounais qui va sur le marché peut pouvoir acheter facilement les biens de première nécessité et pouvoir retrouver conscience. À très court terme, ça c'est des actions. Maintenant, je ne suis pas décideur. Je ne sais pas quelle est l'action la plus efficace dans ces batteries de mesures que moi je viens de lister en tant que... Et pourquoi pas les mobiliser toutes, surtout qu'il y en a qui sont déjà opérationnalisés et qu'il faut densifier, comme le programme Filets sociaux. Exactement. Qui est un programme porteur, qui produit des résultats probants, mais qu'il faut élargir. Exactement. À plus de bénéficiaires. Et surtout informer. Et il y a donc, à moyen terme, maintenant à moyen terme, parce que vous savez, l'enjeu ici c'est de relancer l'économie. Pour atténuer l'inflation, il faut relancer l'économie. Et on relance l'économie de 2 manières, ou de 3. Soit par la consommation, soit par l'investissement, soit par les deux, couplés. Consommation et investissement. Dans le cas du Cameroun, les deux doivent être couplés. Nous venons de voir cette batterie de mesures qui peut permettre donc de faire quoi? De relancer la consommation. Maintenant, l'investissement, lui, il est prévu dans le budget d'investissement. Donc, à moyen terme, je m'arrête seulement aux projets structurants qui sont encore à court. Il faut les densifier, on va revenir, les terminer. On va y revenir. Et ensuite, ça permettra de pouvoir... On va y revenir. Lui, Marie Carde s'impatiente, mais on va d'abord passer la parole à Christophe Mienzok. Moi, je voudrais vous interroger, au-delà de la vie chère, il y a de manière générale une dégradation de l'environnement, de notre milieu de vie. Il y a la vie chère sur les produits de consommation de base, mais il n'y a que l'accès aux services sociaux de base, il n'y a que les voiries qui se dégradent, les poubelles qu'on n'enlève pas, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et là, la question qu'on se pose, est-ce qu'il faut attendre qu'un réseau routier se dégrade totalement
de semaine en semaine, de mois en mois, pour qu'un jour, on constate que tout est totalement dégradé et que là, il faut donc mobiliser d'énormes moyens pour repartir. Et tout cela a un impact sur le moral de la population. C'est une chose de ne pas pouvoir manger à sa faim, mais c'est une autre chose de pouvoir arriver au travail à temps. C'est pas possible sur ces routes-là qui sont totalement dégradées. C'est pas possible avec ces montagnes d'ordures qui poussent de partout. Oui. Que fait-on quand on est au pouvoir? D'abord, être humble. Être humble. Et ce n'est pas toujours la première qualité de vos camarades. Hein. Justement. Et c'est pour ça que moi, j'aime beaucoup ce mot-là. Peut-être parce que le métier que vous et moi, nous avons appris, nous demande d'être humble. Parce que le papier que vous avez fait aujourd'hui, même si vous recevez des félicitations de partout, vous savez que vous pouvez encore faire mieux la prochaine fois. Et donc, nous devons rester humbles. Effectivement, c'est l'un de nos défauts. Et nous ne sommes pas très humbles et nous sommes parfois autistes. Sommes autistes. Le RDPC change. Moi, je ne change pas. C'est comme ça que je peux en témoigner. Voilà. Donc, nous venons de terminer une tournée avec le secrétaire général. Le problème, c'est de penser que le militant, même le responsable du RDPC, vit dans un autre environnement. Il vit les réalités que nous décrivons. Il est tout aussi victime des délestages, des coupures, du mauvais état des routes, du non-enlèvement des ordures, que tout le monde. Et nous nous posons tous la question, mais mon Dieu, que faire pour que ça change? Quand nous avons terminé la tournée avec le secrétaire général du comité central, on l'a terminé en Ngaoundéré. Et tout le monde connaît un peu les problèmes, justement, de la voirie urbaine de Ngaoundéré. On n'a pas besoin de se voiler la face. Cet après-midi même, à la séance plénière d'ouverture de la session parlementaire, je ne sais pas si vous avez, moi j'étais dans la salle, si vous avez eu accès au discours de la doyenne d'âge, qui est du RDPC. C'est un réquisitoire. N'ayons pas peur des mots. C'est un réquisitoire. Le Premier ministre était là. Pratiquement, le gouvernement en entier était là. Et qu'est-ce qu'elle disait? C'est ce que vous venez exactement de dire. Donc, nous avons un problème, depuis toujours, entre le discours, et c'est ce que nous disions pendant les tournées. Le parti va sur le terrain, essaie de mobiliser, donner un nouveau souffle et tout. Mais une fois que nous allons mobiliser, présenter des programmes, présenter des candidats, maintenant la mise en œuvre, ce n'est plus tellement le parti. Et l'erreur du parti, et moi je l'ai écrit dans le journal du parti, c'est de penser qu'une fois que ces candidats, celui qui a la présidence, ceux qui sont à l'Assemblée, au Sénat, dans les différents conseils municipaux, une fois qu'ils ont gagné, que le rôle du parti est terminé. Justement, le rôle du parti n'est pas terminé. Les uns et les autres ont été élus sur la base d'un programme, d'une profession de foi. C'est le parti. Et le parti doit donc veiller à ce que les promesses faites aux populations soient tenues. Au maire, on a dit, vous nous élisez, nous améliorons votre cadre de vie. Vous aurez plus facilement des routes pour partir de vos plantations et écouler vos productions. Vous aurez accès à l'électricité. Vous aurez accès aux soins de santé et tout. Au bout d'un moment, le parti lui-même, sans attendre les mécanismes institutionnels ou de l'État, le parti doit interpeller ses élus. Est-ce que, de manière régulière, vous tenez la feuille de route sur laquelle nous avons été élus? Et c'est notre problème. Et je crois que nous sommes en train d'en prendre de plus. Le parti n'interpelle pas suffisamment ses élus. Non, il n'interpelle pas suffisamment ses élus.
Nous avons des mécanismes. Plutôt pas du tout, quand même. Ben voilà. Nous n'interpellons pas assez. Je disais pas assez. Et quand les élus repartent, ils agitent le portrait du président. Et voilà. C'est si voilà, le président est devenu donc le sauf-conduit. Il est voilà, c'est bon. C'est le sésame. Voilà, c'est le Mais est-ce que vous allez tirer les leçons de tout ça également dans la sélection de vos candidats? Parce que ça remonte aussi parfois à ça. Oui, tout à fait. Il y a parfois aussi un problème avec la sélection de vos candidats. De plus en plus, quand vous regardez nos circulaires, il y a des critères. Le secrétaire général a appelé ça les critères de performance. Les critères de performance. Je vous dis, quand vous regardez tous les discours du secrétaire général du comité central, le vice-premier Jean Kouété, il parle des critères de performance. Est-ce qu'un maire qui se présente pour la réélection, est-ce qu'il a tenu au moins, quels sont les indicateurs qu'on peut brandir aux populations en termes de résultats? Donc ce mot résultat, moi j'ai une lecture très politique de l'économie. Très politique, c'est-à-dire quoi? Vous savez, le président avait dit « Je veux être celui qui a apporté la démocratie et la prospérité ». Le militant du RDPC, fidèle au président, doit reconnaître que pour la démocratie, nous avons fait des efforts. Nous sommes certainement au-dessus de la moyenne. Mais pour ce qui est de la prospérité, nous sommes... Je ne sais pas à quel niveau, mais nous avons encore du chemin à parcourir. Et par conséquent, ça va être la prochaine bataille pour les prochaines consultations électorales. Nous devons effectivement montrer aux Camerounais que leurs préoccupations sont au cœur de notre action et de nos programmes. Alors, je voudrais vous proposer d'avancer. Il y a tant de choses à dire, mais je vous propose d'avancer et vous allez intervenir sur le prochain axe, celui de l'import-substitution, puisque c'est un des leviers actuels du gouvernement pour générer une croissance, pour créer de la valeur au plan local. Et le gouvernement s'appuie notamment... C'est un discours réaliste. C'est pas tellement du mea culpa, c'est le réalisme. Et nous avons eu raison de s'opposer pendant... Mais c'est bien. Mais il vous reste à convaincre les Camerounais. Je ne parlerai pas de vos propres erreurs, vous-même. Alors, je ne parlerai pas. Heureusement que vous n'avez pas eu le temps de les appliquer. Parce que si vous les aviez appliqués, je crois que vous auriez fait pire que nous. En tout cas, nous sommes dans une dynamique. Le foisonnement d'idées fait que nous... J'attends la parole. Non, vous ne pas moi qui la donne. Alors, je voudrais vous proposer d'avancer sur l'axe de l'import-substitution. Et on prend l'indicateur sur le poids des importations. On va le voir en tableau avec... la complicité de notre infographe Jacques Lormeau et de notre réalisateur Raymond Joya Lindou, le poids des importations. Alors, suivant les dernières statistiques, nous avons importé le poisson à hauteur de 761 milliards de francs CFA en 5 ans seulement. Le riz, 841 000 tonnes pour 264 milliards de francs CFA en 2022. Le blé, 920 000 tonnes pour 260 milliards de francs CFA en 2022. Et même l'huile de palme, on était parti pour importer 230 000 tonnes, mais on en a importé davantage, jusqu'à 200 000 tonnes en 2023. Voilà juste pour quelques produits de grande consommation. Et le gouvernement veut infléchir la tendance. L'objectif, c'est de réduire de 50% la facture des importations. Donc, j'aimerais demander à l'UMA Carde, on veut des solutions concrètes. Je sais que vous avez travaillé sur un certain nombre de ces projets. Qu'est-ce qu'il faut faire? Si on prend... Est-ce qu'on ne pourrait pas prendre une spéculation? On se donne une échéance, on se dit au bout d'1, 2, 3 ans, on n'est plus importateur de ceci ou de cela. Qu'est-ce qu'on fait dans l'intervalle pour y arriver? Parce que ce que nous constatons, c'est qu'en même temps que l'on énonce qu'il faut faire l'import-substitution, qu'il faut arrêter l'importation, on continue d'importer massivement et on est dans un jeu à somme nulle. Oui, et vous avez omis de présenter ma casquette d'économiste. Je crois que c'est maintenant qu'il faut insister là-dessus. Ce n'est pas hasard si vous êtes à cette émission. Avec ces thèmes. Qu'il faut insister là-dessus et me permettre de présenter une autre approche
de la croissance. Le prof a beaucoup parlé de la croissance par la consommation. Moi, je prends par l'autre bout, par l'investissement. Parce que... Mais je voulais quand même que vous répondiez à mes questions sur l'impôt. Et c'est de ça que je réponds, en fait. En fait, c'est de ça que je voulais parler. Il n'y a pas... l'investissement. Bon. Il n'y a pas de consommation sans production. Il faut produire d'abord avant de redistribuer. Et c'est ça notre politique et notre position de social-démocrate. Parce que si on limite à l'interventionnisme, ce n'est pas bon. Donc, le problème aujourd'hui, effectivement, c'est que la logique de la consommation a pris le pas sur celle de la production, et notamment de la production au niveau local. Et une consommation des produits importés. Absolument. Et donc, notre économie est extravertie et nous sommes dans la sous-production chronique. C'est-à-dire que depuis environ 30 ans, que l'offre ne suffit plus pour combler la demande. Et donc, alors, une ou deux solutions concrètes, une ou deux propositions concrètes. Le gouvernement du RDPC a choisi d'importer pour consommer. C'est ça qui n'est pas bon du tout. Parce que c'est la politique politicienne. Non. Maintenant, l'économie, je veux la casquette de l'économiste. Laissez-moi développer. Une ou deux propositions concrètes. Vous ne voulez pas que je tacle suffisamment ce qui se passe. Non, il faut que... Non, l'économiste... Je veux la rigueur de l'économiste ici. Oui. Je veux la rigueur de l'économiste ici. Si je n'explique pas dans une demande normative... Comment on fait pour cesser d'importer le riz? Plus de 840 000 tonnes. Il faut produire localement, M. Bihina. Et cela passe par quoi? Pas des mesures incitatives qui devraient se retrouver dans la loi de finances. Moi, j'examine la loi de finances depuis 2021 et c'est très avare en mesure pour pousser les Camerounais à produire. Le gouvernement a mis 124 milliards en 2024 sur l'impôt sur succession. Ça n'existe pas dans la loi. Ça, c'est la propagande. Et donc, si nous allons... Mais vous ne pouvez pas le dire aussi, Marie Carde. J'ai publié plusieurs rapports sur la loi. Marie Carde, je veux la rigueur de l'économiste. Le gouvernement a mis 124 milliards. C'est que c'est dispatché à travers 7 ministères. Donc ça ne ressort pas comme une ligne. C'est pour cela qu'on va dire que ce n'est pas visible, mais on ne peut pas dire que cela n'est pas fait. Mais maintenant, faites des propositions concrètes. Je dis qu'il faut des mesures incitatives. Dans la session consacrée à l'impôt substitution, dans la loi de finances 2022, ils ont appuyé la banane. La banane qu'on ne consomme pas au Cameroun. Et vous voyez que... Qui produit la banane, justement? C'est donc les multinationales qui sont en Djombe Penja et pour lequel Paul Eric Nguyen est décédé. Qu'est-ce qu'on peut faire pour le riz? Il n'y a rien pour le riz. Il faut donner les mêmes mesures. La banane a 7 ans d'exonération. Pourquoi le riz? Le riz. Il y a le plantain, il y a le manioc, il y a la patate, il y a les tailles. Oh là là, jette la peine. Mais les Camerounais sont des grands consommateurs de riz. Qu'est-ce qu'on fait pour le riz? Jette la peine à placer un mot. Oui, qu'est-ce qu'on peut faire pour le riz, pour le poisson? Il faut généraliser les mêmes conditions que l'on donne aux produits relevant de ce que j'appelle l'économie coloniale. Et donc, vous avez en 2021 la banane, en 2022 la banane, 2023 la boisson. Voilà. La boisson, c'est la boisson, et notamment dont il y a même une entreprise qui a changé de nom pour s'appeler maintenant Boisson. Vous voyez que ça ne sert strictement rien aux Camerounais et pour lutter contre l'inflation. Les produits de grande consommation au Cameroun sont connus et les chiffres que vous donnez sont minorés. Parce que moi, j'ai des chiffres du port autonome de Douala et c'est 3 fois supérieur à ce que vous présentez. Et donc, dans une logique où l'économie est dominée par l'informel, nous avons donné les chiffres disponibles. Oui, hein, donc, ça c'est... Nous n'inventons pas les chiffres. Je dois... Mais la tendance est là, c'est ça qui est important. C'est des importations massives. Vous voulez que les gens sur le poisson et sur le riz, voilà 2 exemples concrets. Donnez les mêmes 7 ans d'exonération aux investisseurs, ils le feront. Aujourd'hui, quand vous parlez avec des importateurs, ils vous expliquent que cela coûte plus cher de produire localement que d'importer. Or, eux, ils ne sont pas des politiques comme nous, ils sont des commerçants, ils s'appellent même des commerçants. Et donc, en tant que commerçants, ils vont là où ils vont gagner de l'argent. Et donc, si vous voulez aujourd'hui que les gens investissent massivement au Cameroun, il faut donner des incitations. Et c'est du ressort de la loi. Et c'est le ministre des Finances qui doit porter ça. Malheureusement, ils ne l'ont pas fait. Et donc, du côté de la production, c'est un peu ça. Les subventions au Cameroun ne marchent pas. Parce que ce ne sont pas des primes à la production. C'est au Cameroun la distribution des beignets.
Et ce n'est pas ce qu'il faut faire. Il y a environ 150 projets au Cameroun centralisés. Et donc ça, c'est un autre problème. Aujourd'hui, tout est centralisé au niveau du ministère au lieu de se retrouver sur le terrain. Je vais vous donner des chiffres. Si vous allez dans les délégations régionales du ministère de l'Agriculture, ils ont moins d'1 milliard de ressources sur les 119 milliards environ que ce ministère a dans son portefeuille. C'est un gros problème. Tout est centralisé au niveau des ministères et ça ne marche pas. Au niveau des ministères, on ne produit pas là. Et si je prends un programme comme Pigma, qui devait faire le manioc que vous êtes en train de dire, ils ont dépensé plus de 50% de leur budget dans les séminaires et autres ateliers. Et c'est ça qui ne marche pas. Les vraies délégations qui sont sur le terrain, qui doivent produire, n'ont pas de ressources. Et il faut résoudre ça. Et donc aujourd'hui, si vous prenez la production au Cameroun, j'ai calculé, il y a 13 ministères qui s'occupent de la production au Cameroun, ça ne peut pas marcher. Il faut faire en sorte de lutter contre ce chevauchement qui ne favorise pas la production. Même Camtel a son programme agricole. Ce qui est quelque chose de terrible. Donc quand vous regardez tout ça au Cameroun aujourd'hui, vous comprenez que le système est fait pour ne pas marcher. Et il y a la volonté politique. Nous avons poussé le chef de l'État à admettre que l'on peut produire le blé localement. C'était une bataille terrible quand il y a eu la crise russo-ukrainienne. Il a autorisé ou instruit que 10,3 milliards soient mis à la disposition de l'IRAD pour faire les semences en vue de produire au Cameroun. Le cycle de production, c'est 3 mois, monsieur. Parce que ce n'est même pas une histoire de long terme. Ça, c'est même l'immédiat, ça. C'est-à-dire que la saison agricole va commencer dans quelques jours parce qu'il pleut déjà au Cameroun. Alors et dans 3 mois, vous avez, vous avez des récoltes. Mais qu'est-ce qui se passe? L'IRAD n'a reçu aucun 5 francs depuis 2 ans. Malgré les instructions du chef de l'État. Il y a la loi de finances, vous pouvez regarder la part de l'IRAD. Et ils ont même diminué le budget de l'IRAD, qui était par exemple en 2022 de 480 millions. Ils ont coupé ça. Alors, est-ce que vous pouvez... ça va tourner au monologue. Permettez à d'autres... Oui. Alors, professeur Ouattarabi. Je voulais dire au président qu'il dit beaucoup de choses qui sont vraies. Mais maintenant, il faut avancer. C'est ça le problème. Oui. Tout ce que vous dites là, la SND 30 a fait un constat sans concession. C'est dit. Premier axe, il faut des réformes institutionnelles, juridiques, et il faut toiletter les textes. Il est même prévu. Écoutez bien. Non, attendez, il est même prévu. Il faut avancer, il faut donc balayer le RDPC, mettre les gens qui ont la volonté politique. Oui, mais on doit passer par une élection. Monsieur le Président, allez, attendez les élections. Oui, mais c'est pour ça. C'est pour ça que... Oui, monsieur le Président. Non, monsieur le Président. Moi, je reste très technique. Parce que le Président, lui, mélange politique. Tout à fait, oui. Donc, bon, à un moment donné, ça devient difficile. Parce que maintenant, il faut avancer. Mais c'est prévu dans la SND 30. Il est prévu qu'une loi programmatique votée à l'Assemblée nationale, dans la SND 30, il faut tout simplement l'appliquer. Mais beaucoup de choses qui sont dans la SND 30 ne sont pas appliquées. Figurez-vous que les textes doivent être revisités pour que le modèle puisse prendre. À la fin, on doit avoir quelque chose de structuré, pensé, qui doit être voté comme une loi et s'appliquer à tous. Alors, tout ce que... C'est un problème de volonté politique. Pourquoi vous ne le dites pas? Tout ce qu'il décrit, moi, je reste très technique. Hein. Je veux pas... vous dites parce que la politique, c'est de ça la politique, ça glisse à gauche, ça glisse à droite. À un moment donné, on ne se retrouve pas. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Je reste encore... Parce que nous sommes ceux qui ont pensé qu'il faut aller vers la transformation structurelle. Dès cet instant, nous ne pouvons pas nous dédier. La transformation structurelle, c'est l'allocation des ressources des secteurs les moins productifs vers les secteurs les plus productifs. Maintenant, concrètement... Et le chef de l'État l'a validé à travers la SND 30. Il l'a validé et maintenant, il a annoncé un plan d'urgence triennal import-substitution. Moi, j'ai eu accès à ce texte. Pour l'instant, il n'est peut-être pas officiel. Mais il y a 8 filières qui sont choisies. 8. Parce que la transformation structurelle, c'est le choix de ce qu'on appelle une croissance déséquilibrée. Il faut faire des choix. Et dans cette filière, il y a la filière aquacole, le bois, la bovine laitière, coton textile, confection, manioc, palmier à huile, oignon, tomate. Il y a donc le choix.
Maintenant, il est question de faire quoi? Parce que si c'est ça le choix, même si on peut discuter de ces choix, est-ce que ce sont nos avantages comparatifs là pour que ça tire l'économie? Discuter de tout ça. Donc, laissez-moi terminer un peu parce que là je perds le fil. J'aurais pu la parole. Il faut donc questionner ces choix et peut-être les affiner. Mais les choix sont déjà là. Si les choix sont là, première des choses, quelle est la situation de la demande de ces filières? Quelle est la situation de l'offre de ces filières? Qui sont les acteurs de ces filières? Quels sont les bassins de production de ces filières? Et maintenant, que fait donc l'institutionnel pour pouvoir aménager ces bassins de production? Ce n'est pas l'État qui va le faire, hein, c'est le secteur privé. Et donc, c'est pour mettre en marche ces filières-là, où nous devons créer en même temps des chaînes de valeur internes, nationales, voire aussi externes. Parce que... Professeur, j'ai une question, j'avais posé la même question au président Louis-Marie Cardeux. Est-ce que le problème n'est pas aussi de tout embrasser, de mal étreindre? Est-ce qu'on ne peut pas se dire, je prends le cas du riz, plus de 840 000 tonnes importées l'année dernière. Est-ce qu'on ne peut pas se dire, sur le riz, on se donne 2-3 ans pour résoudre le problème du riz, entre guillemets? Vous savez, le poisson, on se donne 2-3 ans pour résoudre le problème. Là, je vous réponds immédiatement en vous disant que ça fait un moment que moi, je conteste cette idée. Parce que vous ne pouvez pas aller frontalement avec le poisson et le riz. Vous n'avez pas d'avantage comparatif là. Ça va vous nécessiter beaucoup d'énergie. Il faut aller là où vous avez des forces pour pouvoir tirer d'abord des recettes et venir ensuite combattre, même si tout doucement... Et nous avons les forces où? Nous avons les forces, par exemple, il y a des filières où on a créé des chaînes de valeur. L'huile de palme qui sert... Que nous importons. Attendez, c'est là le problème. En partie pour compenser le déficit de la demande locale. Qui sert à la production de la savonnerie, des cosmétiques, et donc une industrie derrière tout ça. Bon, nous avons un avantage comparatif, même la transformation du cacao, la transformation du bois, nous avons un avantage comparatif là. Il faut donc d'abord arriver à créer des chaînes de valeur nationales, ensuite externes. Et ça, c'est ce qu'on appelle donc la stratification. Il faut stratifier cette économie-là. Il faut faire des choix forts. Qu'est-ce qui tire l'économie d'abord vers le haut? Et je pose souvent ça en 3 étapes. Première étape, des choix très forts, les produits qui tirent l'économie vers le haut. Et ça, les sectoriels peuvent nous dire. Deuxième choix, et à ce niveau, je ne veux pas trop que le politique intervienne, qu'on laisse la technostructure faire pour que l'économie parte. Deuxième choix, des produits plus ou moins sophistiqués. Là aussi, la sectorielle peut nous dire. Là, le politique peut intervenir même à 20% plus ou moins. Mais quand on laisse la technostructure faire. Et troisième choix, les produits de type qui peuvent viser le marché national, où là, si des gens ont besoin de quelque chose, le politique peut aller les satisfaire. Mais le problème, c'est qu'actuellement, le politique mélange tout entre ce qui doit tirer, ce qui ne doit pas tirer, et finalement, rien ne tire. Et il faut donc stratifier cette économie. Est-ce réellement le politique? Moi, c'est un débat, moi j'ai beaucoup de plaisir et vraiment d'intérêt. Je voudrais ajouter quelque chose. Juste une phrase. Hein. Est-ce réellement le politique ou alors la technostructure? Parce que quand vous dites le politique, il faut savoir que le politique lui-même est devenu plus ou moins l'otage de la technostructure. Et c'est un combat, c'est une bataille que le politique doit mener. Comment faire en sorte que les promesses, les projets présentés aux populations et que la technostructure doit donc maintenant matérialiser, parce que ça passe par les institutions. Et c'est là qu'il y a les problèmes. L'inertie et autres, c'est où? C'est là, non? Tous les blocages, tout ce qu'on dit là, la bureaucratie, l'inertie, la corruption et tout, c'est la technostructure. Et parfois, le politique, lui, il se retrouve impuissant. Non, Maître Nouga d'abord. Maître Nouga d'abord. Maître Nouga, il ne s'est pas encore exprimé sur le sujet. Et je vous dis simple, nous n'avons pas de souveraineté économique. Il faut le dire assez clairement. Et je suis étonné que vous qui êtes des économistes, vous ne le percevez pas. Qu'est-ce qui nous a... Mais voilà, vous avez parlé de ça, de la colonisation. Nous avons un gouvernement colonial qui colonise notre population. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors, oui, il faut l'écouter, il y a une solution. Nous devons sortir du colonialisme gouvernemental contre son propre peuple. C'est-à-dire que nous disons aux Camerounais, est-ce que vous savez qu'on cultive le riz dans la Haute-Sanaga et que ce riz n'entre pas dans la consommation nationale? Ah bon, j'ai vu de mes yeux. Oui.
Je suis allé voir, c'était des personnes que je ne connaissais pas. Ils étaient blancs de peau. C'est vrai, ils portaient nos chapeaux. Ils me rappelaient l'Asie du Sud-Est. Je peux donner des chiffres. Des vastes étendues de riz. Et quand j'ai questionné, ces étendues n'entrent pas dans la consommation nationale. C'était fait par des Chinois. C'est ça le déficit de souveraineté. C'est pour ça que l'économie est très importante dans cette histoire. Et je vous entends dire, on a pris une loi qu'on n'a pas appliquée, on a pris ceci qu'on n'a pas appliqué. On n'a pas pris une loi. Messieurs, souvenez-vous. Il y a plus de 30 ans, on a pris la loi sur les forêts. Aujourd'hui, on n'a pas de forêt, on n'a pas de bois, on n'a aucun Camerounais qui s'est enrichi dans la forêt. Non, j'ai 2 minutes encore. Bon, mais il faut pas caricaturer aussi. Non. Mais donner les faits sans caricaturer. Non, mais écoutez, on sait bien que nos forêts sont exploitées par des... Mais c'est le colon alors, la faute au colon. Mais ce sont les Camerounais qui ont les licences. Ce sont les Camerounais qui ont les titres d'exploitation. Qui mettent en... Voilà, c'est ça. Ne m'interrompez pas, parce que c'est là la solution. Le Cameroun fonctionne pour dominer le Camerounais. Et comme il n'a pas... Qu'est-ce qu'on fait donc maintenant? C'est la question que je vous pose. Ce qu'on fait, le FMI, monsieur. Le FMI, je n'ai vu aucun État au monde qui l'a développé. Il faut sortir du FMI. Ça, c'est clair. Si on ne sort pas du FMI, on ne pourra pas avoir la maîtrise de l'énergie. On ne pourra pas avoir la maîtrise vous nous amenez dans... Mais non, c'est ça l'économie. Si on ne sort pas du FMI, on ne peut pas avoir la maîtrise des subventions au profit des secteurs rentables. On ne peut pas. Ça, c'est clair. Mais ça, c'est un débat qu'on peut faire. Mais en attendant, c'est trop facile aussi de tout mettre sur le dos du FMI, des institutions internationales. Alors, sur le territoire de souveraineté que nous contrôlons, qu'est-ce que nous en faisons? Le président de la République a pris un certain nombre d'initiatives, des projets impactants qu'on appelle des projets structurants. Où sont ces projets? Et c'est pas la faute du FMI. Regardez la Sonara. La Sonara doit raffiner le pétrole camerounais. Une fois la raffinerie montée... La faute, c'est aux autres, c'est ça? Mais comment aux autres? C'est nous qui avons... C'est nous qui avons fini. On retrouve les autres. Mais écoutez, il y a les autres, il y a nous-mêmes. Attendez. Non, moi je ne comprends pas votre façon de réfléchir. Vous êtes sans souveraineté. Vous voulez prendre votre souveraineté, on vous envoie Boko Haram. Vous voulez vous rendre souverain, on vous envoie une guerre. N'oubliez pas, le président de la République a déclaré la guerre contre Boko Haram. Où? Qu'est-ce qu'on fait? Étant en France, ce qu'on fait, c'est qu'on se libère de ces messieurs qui nous envoient des guerres quand on veut développer notre pays. Comment on se libère? Mais on se libère par... je suis d'accord. Pardon, permettez que je suis d'accord qu'il faut dégager ce système. Oui, on a suivi votre thèse. Une phrase. Moi, je crois encore à la force du politique. Ce que Jean-Marie dit, c'est ça participe un peu de la sensibilisation, de la conscientisation. Nos partis politiques doivent faire ce travail-là sur le terrain. Il y a des exemples simples. Parce que c'est la réalité sociale. Mais quand vous allez dans l'arrière-pays, comme on nous appelle, nous autres qui sommes d'Angosas. D'Angosas, par exemple. Et c'est avec fierté d'ailleurs que moi j'accepte que c'est l'arrière-pays parce que c'est le pays réel. C'est là-bas la vraie vie. C'est là-bas la vraie vie. Bien sûr. Et il y a des choses que nous devons faire en termes de sensibilisation, en termes d'éducation. Et ça, c'est les partis politiques. Quand vous voyez des enfants à l'école, en train d'aller à l'école. Non, Jean-Marie, juste une phrase. En train d'aller à l'école et qu'ils vont s'aligner à l'épicerie du coin, la boutique du coin qui est tenue par quelqu'un qui est venu de je ne sais où, de l'Afrique de l'Ouest. Et le repas de l'enfant du village le matin, c'est le riz. Non, le pain à base de blé. C'est du pain à base de blé, avec du chocolat. Et vous posez la question, qu'est-ce qu'on fait? fait? Et regardez ce que ce monsieur qui est là dans votre village draine comme en termes d'épargne locale. Donc, si nous n'arrivons même pas déjà à l'échelle du village. À l'échelle du village. À plus forte raison en ville. À plus forte raison en ville où chacun veut montrer que bon, voilà, il a atteint un niveau de vie qui lui permet de... Voilà, c'est tout ce que vous voulez dire. Moi, je crois à la force du politique. Voilà ce que je voulais dire. Non, moi j'en ai terminé. Mais sauf que Jean-Marie, monsieur Nouga, la situation s'est détériorée. Avec le même carcan politique, c'était mieux
il y a quelques années, non, donc avec le même carcan non, que vous décrivez. Je veux dire que on tirait mieux notre épingle du jeu. C'est-à-dire que ces chiffres des importations, ça croît d'année en année. Et parce que la population aussi croît. Il y a un impact démographique sur l'économie, je suppose. Alors, le président Kabde, en un mot. Pourquoi un mot alors que j'entends les gens parler depuis. Laissez que j'explique la structure de notre économie et ce que nous pouvons faire là tout de suite. Tout de suite, il y a des choses à faire. La structure de notre production se repose en 2024 encore sur les exploitations familiales. Et c'est peut-être ça qui ne marche pas. Parce que depuis 30 ans, c'est les mêmes exploitations familiales qui continuent de produire aujourd'hui. Or, la force de travail est fatiguée. Les jeunes, eux, font l'exode rural parce qu'il n'y a pas de... Non, ils ne veulent pas travailler, c'est un autre débat. Ils se ruent sur les motos-taxis. Non, il faut la sécurité du travail. Et c'est là où... C'est la première chose qu'il faut faire. Les jeunes nous disent, et c'est pour ça qu'il faut mener des études avant de faire la politique, je veux dire commander des études, pour comprendre ce que les gens veulent. Monsieur l'économiste, donnez-nous des solutions. Que ils vont en ville parce qu'il n'y a pas de sécurité du travail dans l'agriculture. Et donc, on a l'occasion maintenant qu'une session parlementaire s'est ouverte aujourd'hui, s'il y avait une volonté politique, on donnerait un statut à l'agriculteur. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas baser votre économie sur l'agriculture, comme le chef de l'État le chante chaque fois, et l'agriculteur n'a pas de statut. C'est complètement... Mais il y a des mécanismes aussi, il y a l'assurance volontaire. L'État ne va pas... Ce n'est pas comme ça que d'autres secteurs sont structurés. Nous ne devons pas faire une économie qui... Le problème, c'est que vous politisez tout à la fin. Non, le statut de l'agriculteur, c'est une solution technique. Ça n'a rien à voir avec la politique. Et donc, vous ne pouvez pas me dire qu'il faut baser l'économie sur l'informel. Non, et non. Et ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est de formaliser ce secteur. Parce que dans ce secteur formel, vous retrouvez quoi? Vous retrouvez la banque et vous retrouvez les assurances. Vous ne pouvez pas aujourd'hui lever les capitaux qu'il faut faire, dont on a besoin pour produire, alors que nos banques sont en liquidité, monsieur. Et donc, il faut résoudre ça. Vous ne pouvez pas assurer votre plantation aujourd'hui. On a dans la partie septentrionale du Cameroun, qui est le vivier céréalier du pays, environ 40 jours de pluie par an depuis 2017, et vous n'avez pas la possibilité d'assurer vos plantations. Et donc, cela pose un réel problème. Il faut formaliser ces choses-là, et ça se passe par la loi. Alors, il faut permettre que l'on parte des exploitations familiales vers de véritables entreprises familiales. J'ai l'impression que voilà une solution politique défaitiste. Voilà une solution. Voilà une solution. Des exploitations, partie des exploitations familiales. Reprenez. Ça va être des entreprises familiales. C'est-à-dire qu'on crée juste un statut de formel. Là, tout de suite, on le fait dans un statut juridique, etc. Et tout ça, pourquoi on le fait? Qu'ils puissent lever des fonds. Parce que nous avons 3 millions d'exploitations familiales au Cameroun. Parlons avec des chiffres. Les économies parlent avec des chiffres. 3 millions d'exploitations familiales au Cameroun. Ça, c'est même les recensements de 2005. Et si vous transformez ça en entreprise, et que aujourd'hui ces exploitations ont une capacité de production de demi-hectare en moyenne, s'ils doublent simplement leur capacité de production, parce que vous avez un système financier mis sur pied, messieurs, on sort de l'insuffisance alimentaire. Et donc, c'est aussi simple que ça. Et tout commence par le foncier. On ne peut pas parler au Cameroun aujourd'hui de production si on ne résout pas le problème du foncier. Il nous reste 5 minutes. La loi de foncier permettez-moi de poser rapidement une question, parce qu'il y a aussi des problèmes culturels. En Gossas, j'en reviens il y a 2 semaines, il y a du terrain là, il n'y a pas de problème foncier là-bas. Mais ça n'empêche pas... Il y en a. Je vous explique. Permettez-moi, monsieur Kabde, permettez-moi de poser la question. Au Cameroun, vous avez moins de 9% de Permettez-moi, monsieur Kabde. Vous ne pouvez pas répondre à la place de l'ancien maire d'Angossas. Non, parce que l'illustration qu'il faut... Permettez, monsieur Kabde. Il a donné une bonne illustration qui révèle également au plan culturel. C'est-à-dire que les enfants d'Angossas qui aujourd'hui petit déjeunent au pain à base de blé, alors même que là-bas, il pourrait y avoir du pain, du manioc, comme à votre belle époque. C'est moi qui porte ce projet-là au Cameroun aujourd'hui, et vous le savez. Et donc, je vous dis pourquoi ça ne prend pas? C'est une question de volonté politique, je l'ai dit. Mais pourquoi le consommateur même ne va pas vers le pain à base de farine locale? Que disent les boulangers?
Les boulangers vous expliquent qu'ils ne vont pas se lancer dans cette production s'il n'y a pas de cadre juridique. Et donc, de l'investissement que nous parlons, il n'y a pas d'investissement sans encadrement juridique et donc sans sécurisation de l'investissement. Parole à l'autre économiste, nous le professeur. Des études et moi, j'ai fait partie des groupes de travaux qui, avec les boulangers, ont analysé cette situation. J'étais chef de mission dans l'essentiel du territoire national. Je peux vous dire quels sont les résultats et les attentes. Ça bloque à un seul niveau. Il faut un cadre juridique. Il faut même, comme au Ghana, qu'un ministre soit courageux et passe même simplement l'interview pour dire qu'à partir d'aujourd'hui, il faut le pain incorporé à la farine locale au Cameroun et c'est tout. Mais vous n'avez personne qui vous franchit le pas. Et c'est ça qui va booster. Le dit, hein. Il n'a pas dit. Et c'est ça qui peut booster. C'est ça qui peut booster l'investissement. Vous ne faites pas ça. Il n'y a pas. Il n'y a pas aujourd'hui ce cadre-là. On l'a vu goûter ces produits-là. Moi, je vais. Moi, je voulais vous poser justement une question sur la préférence nationale. Qui peut faire que l'élite politique montre la voie pour que sur un certain nombre de produits, sur un certain nombre de pratiques, d'habitudes alimentaires, qu'il y ait une préférence nationale. Oui, mais vous savez, moi, avant d'embrayer sur cette question, j'ai en face de moi des hommes politiques, mais le discours que je leur vois tenir sur l'économie là me fait peur. Ils m'ont l'air défaitistes. Et ça, et surtout, ils mettent la faute sur l'étranger. Et moi, pas les hommes politiques, il y a quelqu'un qui met toute la faute sur l'étranger. Moi, je dis qu'on résout ça à l'étranger. Mais ce n'est pas ma position. C'est pas ma position, ne dites pas les hommes politiques. Parce que moi, je suis en train de vous dire, tout ce que vous dites là, nous le savons. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là qu'il faut donc chercher des solutions, et c'est le travail que nous faisons. Par exemple, la préférence nationale, comme il le dit là. Nous venons de terminer une étude et ça va vous aider. Le livre va sortir là, un benchmarking entre le Cameroun et la Corée du Sud. Comment le Cameroun a réussi sa transformation, la Corée du Sud. Où nos courbes se sont croisées. Qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quelles leçons nous pouvons tirer à partir de notre... Qu'est-ce que nous n'avons pas fait? Qu'est-ce que nous n'avons pas fait exactement? Cette étude-là est bouclée, le livre va sortir là parce que nous savons que vous en avez besoin. Il y a d'énormes propositions dedans sur les institutions, sur le capital humain, sur la politique budgétaire, sur le modèle industriel. Et là, on retrouve donc cette préférence nationale à laquelle vous faites allusion. Il faut créer un secteur privé. Vous avez vu aujourd'hui, l'État a même de l'argent. Parfois, l'État ne sait pas à quel secteur privé donner. Et c'est ça le véritable handicap. Et là, je vous fais cette proposition-là, par exemple, dans le capital humain, nous avons détecté que la façon dont on capte l'élite au Cameroun est concentrée sur un petit pan. Il va falloir ouvrir, par exemple, Polytechnique d'Yaoundé, qui est une ancienne école, et les SEC de Douala peuvent être transformés en école système, c'est-à-dire école gouvernante. Parce qu'on sait que cela vont tenir quoi? Le monde des affaires. Et à ce moment, le monde des affaires industriel, technologique, économique, et à ce moment, il est plus facile pour l'État de détecter les personnes à qui on peut confier la charge. Parce que la grande difficulté aujourd'hui, c'est que l'État a mis beaucoup d'argent. C'est ça la réalité. L'État a mis beaucoup d'argent, mais où est le secteur privé? On ne le voit pas, vous parlez du président national. L'État a donné l'argent à qui? C'est aux Camerounais. Et est-ce qu'on a vu les entreprises? On en parle, les journaux en parlent. Aujourd'hui, donc, il est question pour nous, dans le chapitre capital humain, de rebâtir comment on capte l'élite. Il manque un pan dans la façon de capter l'élite. C'est l'élite industrielle, technologique qu'on n'arrive pas à créer. Et là, l'État a d'énormes difficultés. Je suis en désaccord. Alors, je vous demande maintenant d'écouter le président Biya sur la dernière séquence de notre émission par rapport à l'allocation des ressources, s'il vous plaît, monsieur Kagde. Écoutons le président Biya sur la rationalisation des dépenses publiques parce que les ressources sont rares et sont limitées. C'est un principe en économie. Mais comment sont allouées ces ressources? Dépensons moins. Le président Biya. Mes chers compatriotes, il est loisible de constater que malgré la bonne volonté des pouvoirs publics, la mise en œuvre des différents projets devant permettre de répondre aux aspirations de nos populations se heurte à une contrainte majeure, celle de l'insuffisance des ressources financières nécessaires. C'est la raison pour laquelle je n'ai de cesse de prescrire au gouvernement
la rationalisation des dépenses publiques, de même que la recherche des voies et moyens supplémentaires d'accroître les ressources publiques. S'agissant de la réduction des dépenses publiques, j'ai fermement réitéré au gouvernement mes instructions antérieures visant à réduire les dépenses de fonctionnement. D'avancer, il nous reste à peine quelques minutes. On va évoluer dans le débat et sur cette question de la rationalisation des dépenses publiques. Et il y a déjà une évolution que nous sert l'actualité récente sur les réseaux sociaux. Et du coup, j'ai envie de poser comme question un peu en guise de boutade au DG Christophe Mienzok. Votre dernier voyage à l'étranger remonte de quand? Remonte à quand, je veux dire? Novembre de l'année dernière. En fait, le directeur général du Palais des Congrès, contrairement à ce qu'on peut penser, et malgré notre cœur d'activité, qui est les congrès et tout, voyage très peu. Nous étions membres d'une association des Palais des Congrès francophones, et avant même que ces mesures-là soient édictées, le conseil d'administration, à sa dernière session au mois de décembre dernier, a justement, dans le cadre de la réduction du train de vie, demander qu'on suspende notre adhésion à cette association-là. Et du coup, il n'y a plus, même pour cette année, aucune mission à l'étranger en vue. Ok, voilà. Tant mieux. Okay. Mais pourquoi de manière générale vos camarades ne pêchent pas par exemple? Je ne peux pas répondre pour eux. Parce que bon, alors lui, bon, il y a certainement d'entreprises qui... Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour aller plus loin dans cette rationalisation des dépenses? C'est la discipline budgétaire. Et donc, pour vous donner des chiffres, moi je suis ce budget depuis 2021. L'État met environ 524 milliards. Ça tourne toujours autour. Dans ces dépenses de carburant, séminaires, déplacements à l'étranger, évacuation, etc. Donc, c'est un gouffre. Et il faut dépenser, il faut mieux dépenser au Cameroun et il faut allouer des ressources au Cameroun avec beaucoup plus de rigueur. Et surtout, l'approche élitiste n'est pas bonne du tout. Si vous prenez ces programmes que j'ai déjà dit et où on met beaucoup d'argent comme Agropole, c'est une approche élitiste qui montre ses limites et donc qui, après la fin du programme, ne génère pas de résultats. Vous avez eu d'énormes projets ici au Cameroun. L'approche élitiste consiste à prendre une élite, amener en milieu rural, le mettre dans la production, quelquefois même en expropriant les populations locales, ça ne marche pas. C'est pour ça que je préfère le bottom-up, c'est-à-dire que l'on crée ce qu'on appelle des clusters. Des clusters de production. Et donc, au lieu d'aller dans la vallée du Thème, vouloir exproprier les populations pour donner 50 000 hectares à un industriel pour faire le cacao et alimenter son usine à Kekem, il faut créer des clusters de production dans la vallée du Thème, c'est-à-dire agréger des petits producteurs. Ça semble plus logique en effet. Cela permet de livrer l'industrie. Et c'est ça que j'appelle des entreprises familiales. Parce que vous n'irez pas en Gossas exproprier toutes les populations qui sont là-bas pour mettre une élite en vue de créer. C'est pour ça que j'étais en désaccord avec le prof. Et il faut, si ce n'est pas ce qu'il disait, qu'il le précise, en vue de créer ce qu'il appelait cette élite nord-coréenne. Non. Il ne faut pas exproprier les populations. Non, c'est pas ce que le prof a dit. C'est pas ce que le prof a dit. Du moins dans les dragons asiatiques, c'est un peu ça. Il faut faire le bottom-up. Et donc, il faut faire avec ceux qui produisent déjà aujourd'hui, leur donner un peu plus de moyens sous forme de prix à la production. C'est entendu. Pour que l'on produise. C'est entendu. Jean-Marie Nougat, très rapidement, il nous reste 2-3 minutes. Oui, très rapidement. Il faut savoir que l'économie, la politique ont une dimension culturelle. Voilà. C'est-à-dire les sociétés dans lesquelles nous sommes ne sont pas des sociétés qui ne se sont jamais prises en charge. Lorsque vous allez dans ma société traditionnelle, mais écoutez, on sait comment faire pour avoir des chèvres, des poulets, sans avoir un rond, sans avoir de l'argent. On sait comment faire pour avoir son nouveau champ, sans avoir de l'argent.
dont il y a cette dimension culturelle que nous évacuons dans toutes vos études coloniales. Non, c'est ce que j'appelle l'exploitation familiale. Excusez-moi. Comprenez c'est ça le concept d'exploitation familiale. Excusez-moi. Qu'on doit upgrade, faire en sorte qu'il y ait plus de moyens pour produire. Voilà. Le président est très passionné. Non, il ne peut pas dire que l'exploitation familiale est une approche coloniale. Ce n'est pas vrai. C'est une approche, c'est des approches. C'est le bottom-up qui part de la base vers le sommet. Et c'est ce qu'il faut faire. Non, ce n'est pas une approche coloniale. Je ne peux pas laisser dire certaines choses. Dommage, je ne demande pas votre avis pour le dire. Hein. Donc, il faut tenir cette dimension culturelle. Il suffit aujourd'hui de construire des routes qui relient les zones de production avec les communes, avec les centres. Là. Et vous allez avoir tout ce que vous voulez. Mais voyez-vous, moi je suis à 6 km du centre de la commune. Du centre de la commune. Mais vous savez quoi? Mon plantain pourri. Sur 6 Parce km, que sur 6 km, la moto doit prendre 3 000 francs pour porter. Sur 6 km 6 km. Il y a 43% de pertes post-récolte au Cameroun. C'est pour confirmer ce qu'il est en train de dire. Donc c'est pour vous dire qu'en réalité, vous allez étudier les histoires trop loin. Les solutions sont là. Donner la possibilité à ces rares personnes qui sont restées au village, qui veulent vivre du village. Mais au lieu de faire cela, vous savez ce qu'on fait? Il n'a pas de l'élite. Eh bien, écoute, tu viens avec tes diplômes, c'est moi, et le sous-préfet vous installe sur des terres que vous n'exploitez pas. On vous donne des titres fonciers, alors que celui qui peut les exploiter n'a pas de titres fonciers. Mais ça, c'est une petite économie à la petite échelle. À l'immédiat, on fait quoi? À l'immédiat, on sort comment de cette situation inflationniste? C'est ce qu'il faut faire à l'immédiat. Et après, on évolue. Elle fait manger tout de suite les Camerounais. La force du politique consiste justement à inculquer au peuple, pour utiliser un terme que Jean-Marie adore, les vertus du patriotisme et de la fierté. Voilà. Patriotisme économique. Vous avez parlé de préférence. Le patriotisme, oui. Quand vous allez dans nos villages, nos réceptions même familiales, et que vous voyez le menu qu'on vous sert. Il n'y a même pas le vin de palme. Qu'il n'y a même pas les légumes qui sont cultivés là. Pourquoi? Nous avons réussi à mettre dans la tête des gens qui... Moi, je suis au village pratiquement chaque semaine. On a réussi à mettre dans leur tête que manger des légumes bio et autres là, ce n'est plus de la nourriture. La nourriture, ça commence avec du poulet, c'est avec du poisson, et pas même du poisson d'eau douce. Pas le poulet qu'ils élèvent. Hein. Pas le poulet qu'ils élèvent. Vous comprenez un peu? C'est cette éducation-là. Et les politiques doivent reprendre ce rôle-là. Y compris les économistes aussi. C'est une véritable révolution culturelle. Voilà. Alors, culturelle, mentale et tout ça. Alors, revenons rapidement quand même, professeur, au budget 2024. Notre infographe, Jacques Normand, nous propose là ce camembert avec les grandes masses, avec un budget de fonctionnement qui oscille autour de 51%. Le budget d'investissement 22%, le service du remboursement de la dette 26%. Mais arrêtons-nous sur le ratio investissement 22%, fonctionnement 51%. Pour vous, il faut hisser l'investissement minimalement à combien? 27%, voire au-delà de 30%. Plus encore, non, attendez, sinon vous n'allez pas fonctionner ailleurs, parce qu'il faut être réaliste non plus. Je peux même dire 70%, si vous voulez. Bon, mais maintenant, l'État fonctionne comment? Aussi de tourner, ouais. Voilà, donc normalement, en économie, quand vous montez déjà à 27%, 30%, c'est déjà un très bon ratio, mais il faut qu'il soit soutenu. Et je crois qu'avec le remboursement de la dette qui augmente, le service de la dette, là, ça plombe l'investissement et il y a des difficultés à ce niveau. Mais toutefois, on peut faire des économies sur certaines dépenses de fonctionnement. Vous les avez indiquées tout à l'heure. C'est ce que le président a dit, c'est-à-dire, maintenant, le fonctionnement qui est à 51%, d'après les dernières instructions, normalement, ce fonctionnement-là va réduire parce qu'il y a des poches qu'on ne va pas toucher. Pour vous, quelle mesure symbolique, mesure forte il faut prendre sur le fonctionnement pour que l'État montre le bon exemple sur la réduction de son train de vie? Mais par exemple, l'achat des véhicules administratifs en termes de puissance, je ne sais pas, il faut réduire ça. Systématiquement, on n'a pas besoin de 4x4 pour rouler en ville. Donc, par exemple, si on réduit ça, on garde déjà. Ensuite, on peut aussi
tailler sur peut-être tout ce qui peut être carburant, tailler aussi à ce niveau pour pouvoir faire des économies. Les comités. Excusez-moi. Et ensuite, comme il le dit et comme il l'explique, vous allez voir. Et quand j'irai voir le DG Mienzok, parce que vous dites qu'il faut réduire, quand j'irai voir le DG Mienzok. Bon, peut-être que c'est. Il y a un rôle de redistribution que vous ne comprenez. Non, je comprends très bien. Je comprends très bien. Mais maintenant. Que les démagogues ne veulent pas. Non, attendez. Oui, je sais bien qu'il y a le rôle de redistribution, mais maintenant, il faut tailler dans certaines lignes. Oui. Ça, c'est important. Parce qu'on va toucher à pas mal de lignes, et vous allez voir que ce qu'il dit... Et il faut le faire maintenant. Non, vous allez voir ce qu'il dit. Le fonctionnement de l'État est un peu bizarre à ce niveau-là. C'est-à-dire, vous travaillez, vous avez un salaire, et maintenant, quand on fait des réunions, on vous paye encore. Voilà. On se retrouve pour discuter, on vous paye. Tout à fait. Finalement, ce qu'on vous donne au cours d'un mois... Et c'est une caste qui se retrouve dans les comités. Votre salaire. Et puis c'est une caste qui se retrouve dans les comités. C'est les mêmes. Il faut donc multiplier les comités. Il faut donc supprimer ou réduire ça à la partie incongrue pour faire de grandes économies, parce qu'on ne peut pas comprendre que vous faites votre travail et vous passez à la caisse et vous avez des sommes qui dépassent largement votre salaire. Et finalement, les gens ne traitent même plus les dossiers, ils attendent les comités et les commissions. Et qu'est-ce qui arriverait si on arrête ce qu'il faut dire, s'il vous plaît, si vous faites même 70% des cacahuètes, ça ne sert à rien. 6 000 milliards de budget, c'est insignifiant. J'ai parlé de discipline budgétaire. Oui. Et aujourd'hui, on a eu l'avantage, on a reçu sur le plateau de la CRTV le directeur général de la Caisse de dépôt, je crois, et de consignation. Aujourd'hui, on a parlé ce soir. Et c'est très important. C'est quelque chose qui peut nous permettre de doubler le budget de la République. Si il y a, je dis encore une fois de plus, une volonté politique. Parce que nous avons plus de 6 000 milliards en circulation. S'il n'y a pas de problème de gouvernance. Nous avons plus de 6 000 milliards en circulation que ces caisses peuvent récupérer. C'est l'argent des cautions, c'est tout cet argent. Il reste 3 mois pour reverser cet argent-là, Caisse de dépôt et conciliation. C'était le message du DG ce soir. La Côte d'Ivoire a 13 milliards environ de budget. Nous, on ne peut pas venir dire 30% même de 6 milliards, ça ne vaut rien. Il faudrait aujourd'hui que nous produisions un peu plus. Et pour produire un peu plus, je vous donne encore des chiffres du secteur informel. C'est l'Institut national de la statistique. Vous avez près de 2,5 millions d'unités de production informelle au Cameroun. Ce n'est pas normal. Les gens qui portent des initiatives d'entreprise veulent rester dans l'informel et donc échappent au fisc. Il faut aujourd'hui baisser la pression fiscale, et j'ai aimé l'idée de baisser la TVA par exemple et toutes ces choses-là pour permettre qu'il n'y ait plus de raison aux entreprises de se réfugier dans l'informel et que l'assiette fiscale soit importante. Vous avez environ 30 000 entreprises simplement dans l'assiette fiscale au Cameroun, c'est insignifiant. Sur 2,5 millions potentiels, vous comprenez qu'on a un problème. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi j'aurais dit qu'on a un immense potentiel et qu'il faut donc exploiter ce potentiel. Messieurs, l'émission est terminée. De presser le peu de personnes est terminée. Si nous continuons, on va nous interrompre brutalement. Voilà. Ce que je ne nous souhaite pas. Je voudrais vous recommander 2 ouvrages à la lecture. Il y a cet ouvrage Prospérité, puissance et pauvreté, pourquoi certains pays réussissent mieux que d'autres. C'est un ouvrage que je vous recommande vivement. Il est succulent. Daron Acemoglu et James Robinson. Leur thèse, c'est que ce n'est ni la prospérité des pays n'est liée ni à la culture, ni au climat, ni à la géographie, mais à la qualité des institutions. Parce qu'il y a des institutions extractives et il y a des institutions productives qui peuvent donc avoir des facteurs décisifs dans le développement des pays. C'est un ouvrage que je vous recommande vivement. C'est un classique que le professeur Ngouatabi connaît parfaitement et qu'il a recommandé certainement à ses étudiants. Oui. Et puis il y a cet ouvrage Rupture et continuité au Cameroun, publié chez l'Harmattan par Valentin Zimbaga. C'est également un peu les chroniques des années de Braise, pour appeler à l'opposition, à certains néo-opposants, que ça ne commence pas aujourd'hui. Il y a eu des pionniers qui ont bataillé dur pour l'émergence de la démocratie. Si vous permettez, mais j'annonce donc aussi d'ici peut-être un mois l'apparition de notre ouvrage, c'est en équipe, toujours à l'Université de Yaoundé 2, État développementiste camerounais versus État développementiste sud-coréen, 2 points. Comment réussir la transformation structurelle?
j'ai publié cette année un livre, un article important qui permet de voir le gap qui existe entre les résultats des recherches scientifiques et les politiques publiques au Cameroun. Nous avons beaucoup de connaissances. Il faut agréger davantage. Aujourd'hui, et ces connaissances ne sont pas transformées en action politique, ce qui est dommage. Et c'est d'ailleurs pour ça que quand on parle de technostructure, on n'en a pas beaucoup. Parce que ne repartez pas, c'était juste pour annoncer votre article. L'émission est terminée et je crois que c'est la nouvelle direction que veulent prendre les universités, qui veulent être des universités de production avec beaucoup de laboratoires. Mais on attend des politiques, M. Mienzok, qui est davantage le lien avec les universités, parce qu'il y a une grosse production intellectuelle là-bas qui reste dans les archives inutilisée. Les scientifiques doivent décider. Sans que la politique n'entre à l'université. Merci. L'université doit exporter le savoir. Merci, messieurs, d'être venus à cette édition de Scène de presse. Pardon, de ces politiques. Vous voyez, vous me ramenez à un passé lointain. Merci, messieurs. Et bonsoir et merci à toutes nos équipes techniques et rédactionnelles. Restez sur la CRTV. Bonsoir.